14h sur BFM TV. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez aujourd'hui dans le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Bonjour à tous. Bonjour Cédric. Bonjour Fanny. À la une de l'actualité, cette sécheresse historique en France. Une centaine de communes se retrouvent tout simplement sans eau potable. Dans certains départements, le risque incendie est maximal. On retrouvera notre reporter tout à l'heure dans le Var. À la une également, pourra-t-on sauver le beluga piégé dans les eaux de la Seine? L'animal est actuellement bloqué dans une écluse de l'Eure, à seulement 70 km de Paris, et il refuse de s'alimenter. C'est déjà le troisième cétacé coincé dans la Seine en moins de 3 mois. L'actualité internationale, l'escalade à Taïwan. Les autorités de l'île accusent la Chine de simuler une attaque. La visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est au cœur des tensions, y compris en France, où des propos de Jean-Luc Mélenchon font polémique. Et puis, regain de tension au Proche-Orient avec ces frappes israéliennes sur Gaza dans le cadre d'une attaque revendiquée comme préventive par l'État hébreu qui combat l'organisation du djihad islamique. En représailles, des bombardements ont eu lieu sur Israël. On fait le point dans ce journal. D'abord donc, la France confrontée à la pire sécheresse de son histoire. Ajoutez à ça les fortes températures et du vent et vous obtenez un risque maximal d'incendie dans les Bouches-du-Rhône. La préfecture interdit l'accès aux 25 massifs du département. Ouais, dans le Var également, 4 massifs sont en rouge. On retrouve Thomas Herman sur place. Vous suivez pour nous une opération de prévention menée par les pompiers. Effectivement, nous sommes en plein exercice avec les sapeurs-pompiers du Var. Ce qui vient de se passer à l'instant, vous avez 4 camions lanceurs d'eau. Ils se sont disposés sur une centaine de mètres, donc on a fait une ligne de défense de 100 mètres pour attaquer un feu dans le scénario où le feu se propageait du bas en direction des camions des sapeurs-pompiers. Ils ont sorti tous leurs lances à eau pour combattre donc ces flammes qui sont fictives, vous l'aurez compris. Sauf que le feu était beaucoup trop important, il a fallu se replier. L'ensemble des moyens ont été repliés. Et là, on passe au deuxième exercice côté donc sécurité pour replier l'ensemble des sapeurs-pompiers au niveau de la citerne à eau qui est juste en haut pour tout simplement les sécuriser de ces flammes. Voilà pour cet exercice. Pourquoi les sapeurs-pompiers s'exercent? Eh bien, il y a un risque encore important du côté des incendies cet après-midi et jusqu'à lundi dans le département du Var, dans le département des Bouches-du-Rhône, avec notamment les conditions météorologiques qui ne sont pas du tout favorables, jusqu'à 70 km/h pour le Mistral, 60 à 70 pour la Tramontane et surtout de fortes températures, 36 à 38 degrés, localement 39 pour la journée d'aujourd'hui. C'est la règle des 3,30 qui s'applique du côté des sapeurs-pompiers. Des températures au-dessus de 30 degrés. Un taux d'hydrométrie, donc c'est le taux d'humidité dans l'air qui est en dessous de 30% et les températures au-dessus de 30 degrés. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et que les massifs forestiers sont fermés dans la totalité pour le département des Bouches-du-Rhône. 4 massifs sont fermés du côté du Var. C'est pour ça qu'il faut être prudent et surtout ne pas se rendre dans les massifs qui sont fermés. Merci pour ces précisions. Thomas Herman dans le Var avec Domiti Berthaud pour BFM TV. Avec cette sécheresse, ce sont désormais 93 départements de la métropole sur 96 qui font l'objet de restrictions d'eau. Et dans une centaine de communes, il n'y a même plus d'eau du tout dans les canalisations. Les habitants n'ont plus accès à l'eau potable. Reportage Chloé Barbeau. Dans le Var, la source qui alimente le village de Seillan est à sec. Les habitants doivent drastiquement limiter leur consommation. 150 litres maximum par personne et par jour. Je fais un relevé le matin et je fais un relevé le soir et je vois combien j'ai consommé. Réutiliser l'eau des pâtes ou prendre sa douche avec une casserole, tout le monde doit s'adapter. Par exemple, au lieu de faire plusieurs machines à laver, on va faire peut-être une seule machine à laver, vous voyez, des choses comme ça. Il suffit d'y penser. Depuis le mois de mai, un camion-citerne transporte l'eau de la commune voisine jusqu'au château d'eau de Seillan. L'objectif ? Éviter la coupure totale d'eau potable. Pendant ce temps, 24 heures, 48 heures, ça serait donc une alimentation par des packs d'eau. Et si les habitants le comprennent bien, en étant très raisonnables, peut-être que nous échapperons à cette situation. En cas de non-respect des limitations, l'amende s'élève à 1 500 € pour les particuliers, 7 500 pour les professionnels. Et pour parler de cette sécheresse, un invité avec nous, Patrick Marlière. Bonjour, vous êtes météorologue, président d'Agathe Météo. On parle de sécheresse historique. On voit des communes où il faut faire venir des citernes d'eau. On est en train de vivre quelque chose de vraiment inédit là en ce moment.
Depuis le mois de juillet, la situation est déjà exceptionnelle et puis se profilait déjà fin juillet la tendance de ce mois d'août qui se confirme puisque une 4e vague de chaleur arrive la semaine prochaine sur la France. On va en fin de semaine prochaine dépasser des 30 à 35 degrés sur à peu près 80% du territoire et tout cela évidemment sans précipitation. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques averses éparses près des Pyrénées et dans les Alpes-Maritimes, mais elles sont en train de disparaître. Il y a encore peut-être quelques coups de tonnerre d'ici ce soir dans le sud des Alpes, mais il n'y a que ça. Ensuite, ce sont des conditions anticycloniques qui s'installent, qui vont perdurer, qui font remonter ces masses d'air chaud et les vents vont s'orienter au nord-est. Et c'est des vents qui amènent une masse d'air très sèche en plus. Donc voilà, ça va accentuer tous les phénomènes, tous les paramètres qui sont, eux, déclencheurs de ces feux de forêt. Donc voilà, il faut une situation qui s'annonce vraiment préoccupante pour la semaine prochaine sur toute la France et surtout en fin de semaine, donc à surveiller bien évidemment. Alors il y a quelques pluies qui s'annoncent pour la semaine au-delà du 15 août, mais pour l'instant il faudra le confirmer car évidemment on va, malgré ces averses après le 15 août annoncées pour l'instant, eh bien elles vont se dérouler sur des températures encore très élevées et bien au-dessus des normales de saison. Vous avez fait le point sur donc, la sécheresse, sur la chaleur qui va reprendre donc, dans une peut-être 4e vague la semaine prochaine. Qu'en est-il du vent notamment qui inquiète également dans ces secteurs où vous parlez de risque d'incendie ? Oui, alors tout autour du bassin méditerranéen, donc Mistral, Tramontane, des vents assez forts qui soufflent en rafale à plus de 60 voire 70 km par heure. Et donc évidemment, c'est le paramètre qui va accentuer le plus le risque en tout cas, puisque les autres, les fortes chaleurs sont présentes. Et il y a évidemment avec ce type de situation très peu d'humidité, donc tout est réuni pour que les feux puissent se déclencher si voilà quelque chose arrive. Je veux dire, pas toujours de façon, je dirais, humaine, mais des feux peuvent se déclencher. Les orages, nous sont à l'écart de ça. Donc, oui, la situation tout autour du bassin méditerranéen est assez inquiétante. Ça va peut-être s'arranger la semaine prochaine, en tout cas côté instabilité et feux de forêt, mais tout au long de la semaine, les vents resteront de nord-est assez forts, les températures resteront très élevées à plus de 30 degrés. Donc voilà, il faudra se montrer extrêmement vigilant et c'est vraiment inquiétant car ça va perdurer. Est-ce qu'il y a également des risques d'orage, de fortes pluies ? On sait que certains départements commencent à être concernés. Oui, alors hier déjà, il y a eu des orages extrêmement violents puisque à certains secteurs, notamment dans le Cantal, mais aussi en Savoie, en Haute-Savoie, on a relevé en l'espace d'une heure quasiment un mois de pluie. Pour autant, ça ne résout pas le problème de la sécheresse sur ces secteurs. Il y a d'autres régions de France qui ont été touchées par ce type de phénomène au mois de juillet. L'endroit où il est tombé le plus d'eau au mois de juillet dans le nord, par exemple, dans le bassin d'Isère, c'est là, évidemment, qu'on est dans la restriction la plus importante. On est en crise dans ce même bassin, alors qu'il a recueilli le plus de précipitations, mais à vrai dire, et vous le signalez souvent à l'antenne, c'est que ce déficit pluviométrique ne date pas que du mois de juillet. Pour certains, c'est depuis le mois de janvier. Dans le Nord, c'est 50% de pluie en moins depuis le début janvier. Et dans certains secteurs, ça date depuis 2021. Donc oui, la situation était vraiment au niveau des alertes maximales et malheureusement, ça va durer. Et les premiers signes pour le mois de septembre commencent à annoncer de nouveau un temps qui restera chaud, sec, avec un degré peut-être moindre, mais en tout cas chaud, sec sur l'ensemble de la France. Donc la situation risque de perdurer bien au-delà du mois d'août. Merci beaucoup Patrick Marlière pour toutes ces précisions, météorologue et directeur d'Agathe Météo. Autre actualité maintenant, c'est le 3e mammifère marin identifié dans la Seine en moins de 3 mois. Un beluga se trouve actuellement piégé à 70 km de Paris, au niveau d'une écluse dans l'Eure. Antoine Forestier, bonjour, vous êtes sur place pour suivre cette situation. L'animal, nous dit-on, est très amaigri et il est sous haute surveillance. Oui, et ce qui inquiète les autorités présentes ici, notamment la préfecture de l'Eure et les associations, c'est que cet animal, il refuse de s'alimenter. L'association Sea Shepherd lui a apporté du poisson ces derniers jours, il les a ignorés. Ce matin, c'est cette fois-ci du poisson vivant qui a été apporté pour tenter de nourrir cet animal qui est désormais très amaigri, qui fait quelques plongées de temps en temps, quelques apnées et qui ressort rarement à la surface. La préfecture de l'Eure a prévu une conférence de presse d'ici une petite demi-heure. Vous voyez ici qu'il y a les autorités présentes, là, les gendarmes qui sont ici en train de
le surveiller. L'animal est bloqué en fait au niveau de cette écluse de Notre-Dame de la Garenne. Il y a également la police de l'environnement qui est présente, les pompiers et les associations qui essayent de prendre des nouvelles de l'animal, de s'assurer qu'il va bien. Mais la situation est assez inquiétante, notamment au regard à son poids, au fait que cet animal s'est très amaigri ces derniers jours. Tout le monde ici espère ne pas revivre ce qu'il s'était passé au mois de mai dernier. Une orque était restée bloquée au niveau de la Seine également et avait fini par mourir de faim au bout de plusieurs jours. Il faut dire que la présence d'un beluga au niveau de la Seine est tout à fait anormale. C'est un animal qui est habitué aux eaux froides de l'Arctique notamment. La dernière fois qu'on avait vu un tel animal en France, ça remonte en 1948 et c'était dans l'estuaire de la Loire. Merci pour ces précisions. Antoine Forestier avec Margot Sève en direct de l'Eure, donc pour suivre le périple de cet animal, ce cétacé toujours bloqué donc dans la Seine à l'heure actuelle. On en vient à l'actualité internationale à présent et c'est la situation à Taïwan avec ce samedi les autorités qui accusent la Chine de simuler une attaque sur l'île. Taïwan qui assure avoir détecté de multiples avions et navires chinois dans les environs de l'île. Alors pourquoi cette escalade? Les explications avec Juliette Andrieux. Des avions de chasse au-dessus de Taïwan. Pékin montre ses muscles. Taipei a observé hier pas moins de 68 avions et 13 navires de guerre chinois dans le détroit de Taïwan, au-delà de la ligne médiane qui sépare l'île du continent. Les opérations militaires conjointes ont été couronnées de succès jusqu'à présent. Elles ont atteint l'objectif de dissuader les forces séparatistes qui cherchaient l'indépendance de Taïwan. Des exercices présentés comme un entraînement à un blocus de l'île. Ils doivent durer jusqu'à demain midi. Cette visite, elle est instrumentalisée par la Chine aujourd'hui pour créer cette crise. La visite d'un président de la Chambre des représentants n'est pas sans précédent à Taïwan. Il y a très régulièrement des parlementaires qui se rendent à Taïwan, que ce soit des parlementaires américains, c'était le cas de sénateurs il y a quelques mois, français, européens, la vice-présidente du Parlement européen. Une visite raillée hier par l'ancien président américain Donald Trump. Que diable faisait-elle à Taïwan? Elle était le rêve de la Chine. Elle leur a donné une excuse. Ils cherchaient cette excuse qu'elle vient de leur donner. Tout ce qu'elle touche se transforme en vous savez quoi. Une crise qui permettrait à Pékin de faire évoluer le statu quo de Taïwan. Mais Taipei a décidé de ne pas répondre aux provocations. Nous n'avons pas fait des manœuvres militaires. Donc encore une fois, tout ce statu quo doit être maintenu. Pour le moment, il n'y a aucun problème d'indépendance de Taïwan. Nous voulons vivre en paix, en démocratie comme vous. Nous partageons les mêmes convictions. Et je crois que c'est ça qui compte pour les 23 millions d'habitants à Taïwan. Un appel à la désescalade pour ne pas faire le jeu de Pékin. Même les États-Unis ont annulé des exercices militaires. Cette situation tendue entre Taïwan et la Chine a des conséquences sur la scène politique française. On va en parler avec Alexis Cuvillier. Bonjour. Du service politique de BFM TV. Polémique. Pourquoi? Eh bien à cause des propos de Jean-Luc Mélenchon. Oui, les propos de Jean-Luc Mélenchon qui ont été tenus sur son blog jeudi soir et qui n'en finissent pas de créer le trouble au sein même de sa famille politique, au sein de la NUPES. Hier soir, sur notre antenne, Julien Bayou, personnalité du groupe écologiste au sein de la NUPES, a eu des mots extrêmement durs en rappelant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il a estimé que la vision de Jean-Luc Mélenchon était, je cite, assez datée, qu'il y avait du cynisme et que l'hostilité aux États-Unis ne peut pas être la seule explication et que Jean-Luc Mélenchon n'avait pas retenu toutes les leçons de ce qu'il s'était passé en Ukraine. Donc on voit qu'en effet, il y a une montée de tension sur cette affaire. Il faut rappeler que quand Jean-Luc Mélenchon parle d'une seule Chine, il est bien sur la position officielle de la France. La position d'une seule Chine, c'est une position diplomatique qui est partagée par beaucoup de pays dans le monde. C'est la position que la France a adoptée depuis les années 60, depuis la reconnaissance de la Chine populaire, la Chine communiste par le général de Gaulle. Mais il y a des formules dans l'expression de Jean-Luc Mélenchon qui ne passent définitivement pas. Taïwan est une composante à la part entière de la Chine. Il y a une provocation de la part de Nancy Pelosi. Ça, ce sont bien sûr des termes que n'ont pas du tout repris à la fois le gouvernement et les autres forces de la NUPES. Des propos qui semblent contester le maintien de ce statu quo qui est extrêmement important, rappelle la diplomatie française, pour ne pas qu'il y ait de dégradation de la situation dans la région. Merci beaucoup Alexis Cuvillier pour ces précisions. On ouvre maintenant cette
cette autre page internationale avec ce pic de tension au Proche-Orient dans la bande de Gaza. Pierre Kochlander, bonjour, vous êtes journaliste I24 et on revient avec vous sur ces échanges de tirs entre Israël et le djihad islamique palestinien. Quelle est la situation à l'heure actuelle ? Nous sommes dans une ville qui est au pourtour sécuritaire de la bande de Gaza, une ville de 30 000 habitants, et c'est la première fois, il y a à peu près 1 heure, qu'une roquette a réussi à percer le filet du système antimissile Dôme de Fer. Et cette roquette, Gil Kremer, notre caméraman, va vous montrer, cette roquette a percé le toit de ce bâtiment et a pénétré dans un cellier, dans un grenier appartenant à une famille. Nous sommes en train de monter justement là où la roquette a été touchée. Et c'est ici, on n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur, les gens ne veulent pas nous laisser rentrer, mais c'est ici que la roquette a percé un cellier et qu'elle a explosé. Maintenant, la famille était dans un abri protecteur. Chaque appartement, surtout les nouveaux appartements, ont des abris protecteurs. La famille, entendant le rugissement des roquettes, s'est précipités dans l'abri et ce qui fait qu'ils s'en sont sortis indemnes. Et ça, c'est une grande chance. Cette ville de 30 000 habitants, il semble que c'est inévitable que des roquettes la touchent parce que depuis le début de ces hostilités, il y a maintenant 22 heures à peu près, la ville a été durement ciblée par ces roquettes. Plus d'une 60aine de roquettes sont tombées ou en tout cas ont visé cette ville. Le système Dôme de Fer, à 95% des cas, a réussi à intercepter ces roquettes. L'heure qui vient de passer, nous avons eu à peu près 3 incidents de volée de roquettes, à peu près 6-7 roquettes par volée qui ont été interceptées, sauf celle-ci qui a percé le toit de ce bâtiment et qui a explosé dans un grenier. La famille, donc, est indemne. Du côté palestinien, il y a une 15aine de militants du djihad islamique palestinien qui ont été neutralisés. Il y a aussi 4 à 5 civils palestiniens qui sont morts, dont une jeune enfant de 5 ans. Merci beaucoup Pierre Kochlander, journaliste I24, pour toutes ces précisions. L'actualité internationale, c'est également le point sur la guerre en Ukraine avec ces frappes sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus importante d'Europe. La situation est confuse depuis hier soir. Moscou accuse Kiev, Kiev accuse Moscou. Aujourd'hui, les occupants russes ont créé une autre situation très dangereuse pour toute l'Europe. Ils ont bombardé la centrale nucléaire de Zaporijjia. Il s'agit de la plus grande centrale nucléaire de notre continent. Et tout bombardement est un crime flagrant, un acte terroriste. La Russie doit assumer la d'avoir créé une menace pour la centrale nucléaire. Ce risque nucléaire qui a un écho tout particulier en ce samedi 6 août, puisqu'on commémore le 77e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima par les Américains. Présent au Japon, le secrétaire général de l'ONU appelle l'humanité à ne pas oublier. Il est impossible de venir à Hiroshima sans ressentir le poids de ce qui s'est passé ici. Et sans voir avec une clarté absolue l'absurdité pure et simple des armes nucléaires. Et aujourd'hui, le monde risque d'oublier les leçons tirées ici il y a 77 ans. Près de 13 000 armes nucléaires sont détenues. Les stocks sont en cours de modernisation et le fil conducteur d'une relation nucléaire potentielle traverse les crises géopolitiques du monde entier, du Moyen-Orient à la péninsule coréenne, en passant par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Autre conséquence de la guerre en Ukraine, la responsable d'Amnesty International sur place démissionne, Oksana Pokachluk, qui l'a annoncé la nuit dernière sur sa page Facebook, une décision qui fait suite à un rapport de l'ONG. Rapport qui a suscité la colère de Kiev, car il reproche aux forces armées ukrainiennes de mettre en danger des civils. La responsable de l'ONG regrette ce rapport jugé partiel et qui sert, sans le vouloir, la propagande russe. 14h19 sur BFM TV, nos rendez-vous de l'été et c'est vos vacances nous emmène aujourd'hui à la ferme du Paradis en Haute-Garonne. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
Drôle de sensation que de donner à manger à un daim. À la ferme du Paradis, les enfants nourrissent les animaux jusqu'à ce qu'ils soient repus. Je lui ai donné des graines. Elle a plus faim, je crois. Les enfants adorent, on peut voir des animaux qu'on ne voit pas tous les jours, des animaux de ferme, on peut aller voir les kangourous. Situé à 40 km de Toulouse, ce parc est un refuge pour animaux maltraités. Achetés à des cirques, des abattoirs ou des associations, ils sont remis sur pied dans cette forêt préservée. Certains arrivent avec des becs arrachés, d'autres des pattes cassées. Une fois soignés, on essaye de les garder ici. Après, sinon, ils sont placés dans des endroits, on va dire, appropriés. C'est très important que les enfants voient aussi ce que c'est que la nature, mais dans l'état brut des choses aussi un peu. Parce que là, il n'y a pas trop d'enfermement, je considère. Comptez 9,50 € pour admirer les perroquets, les grues du Japon ou s'amuser dans les manèges. Chaque année, le parc accueille 30 000 visiteurs. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Allez, c'est l'un des autres rendez-vous de l'été sur BFM TV, le secret des tubes. Et tout de suite, Philippe Dufresne nous emmène dans les coulisses, dans la manière dont a été créé Les Mains d'Or, ce tube de Bernard Lavilliers. Regardez. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé. Une chanson, c'est parfois un engagement. C'est le cas des Mains d'Or. Avant d'être chanteur, Bernard Lavilliers a démarré ouvrier. Il n'a jamais oublié ses années d'apprenti à Saint-Étienne. Comme j'ai été moi aussi un mec qui travaillait au laminoir et au fourneau dans ma jeunesse, j'ai toujours le souvenir le premier travail que j'ai fait dans ma vie, c'est pas guitariste, c'est pas camionneur, c'était ça. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Au début des années 2000, les usines ferment les unes après les autres. Lavilliers écrit donc d'un trait un texte qui honore les ouvriers confrontés au licenciement. Ce qu'on m'avait dit, qui était mon existence, j'aurais un toit sur la tête et de quoi donner à manger à ma famille grâce à mon travail, et c'est des travails très très durs en plus, ça n'existe plus et tout le monde s'en fout. Donc, ouais, j'ai dit voilà, tout le monde s'en fout pas. Travailler encore, forger la science avec mes mains d'or. La chanson devient vite un hymne ouvrier qui résonne dans la sono de toutes les manifestations. Le Lavilliers engagé l'a souvent interprété dans les usines et notamment chez ArcelorMittal. Ils dormaient pas, ils étaient vraiment sur les dents. Ça allait pas. On leur avait promis, comme d'habitude. Hein. Heureux de te revoir une nouvelle fois. Ma femme avait fait une affiche vachement bien. Vous la mettez sous verre. D'accord. C'est pour vous. Super. Il me l'a lu. Et là, je sers plus à rien. Moi, il n'y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, ça coûte moins cher que quand je travaillais moins. Le texte lu, il est encore pire que chanter. Forger la science. Au-delà des combats syndicaux, la chanson est reprise par des chorales et entonnée en chœur par le public de Lavilliers lors de ses spectacles. Ça leur met un peu la chair de poule. On a l'impression de servir au moins à quelque chose à ce moment-là. Parce qu'un artiste, il peut toujours douter éternellement de savoir à quoi il sert, justement. C'est l'un des temps forts de la tournée de Lavilliers en festival cet été et en salle à la rentrée en octobre. Et Mains d'Or. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 14h23 à suivre sur BFM TV. Nous reviendrons sur la situation concernant la crise entre Taïwan et la Chine. Taïwan qui accuse la Chine de simuler une attaque sur l'île, alors que Donald Trump, lui, a fustigé la visite de Nancy Pelosi sur l'île de Taïwan, l'ancien président qui participait à un rassemblement de ses partisans dans le Wisconsin. On en parlera dans quelques minutes dans notre journal. À tout de suite.
Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Oh non. Vas-y, prends pas la tête, regarde. Avec nos experts, concevez une cuisine qui vous ressemble. En magasin ou depuis votre canapé. Prenez rendez-vous sur IKEA.fr. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Côte d'Azur est à partir de 299 €. Profitez-en. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine, et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie, et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commejaime.fr. Commejaime.fr. Rentrée Discount, c'est plus de 10 000 produits, avec toutes les marques, pour toutes les classes, jusqu'à moins 40%. Alors pour vos fournitures scolaires, c'est... RentreDiscount.com. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la graisse est à partir de 399 €. Profitez-en. – 16h26, c'est le deuxième chassé-croisé de l'été ce week-end. On va regarder comment ça roule sur la route avec cette webcam. On va voir les images de l'A51 du côté à d'Aix-en-Provence peut-être. Vous allez voir en tout cas un trafic chargé au niveau national puisqu'on a atteint un niveau d'embouteillage de 1000 km de bouchons à la mi-journée. Une situation exceptionnelle selon Bison Futé, alors que l'on voit sur la 51, ça roule beaucoup mieux qu'il y a quelques instants. Tant mieux pour vous. En tout cas, donc plus de 1000 km d'embouteillage à la mi-journée selon Bison Futé, dans le sens des départs. Aujourd'hui, au niveau national, Bison Futé voit rouge et même noir dans le sud-est. Et c'est rouge dans le sens des retours. Soyez vigilants. C'était votre programme avec Coyote, parce que c'est quand même plus sympa de rouler avec tous ces points. Coyote. C'était votre programme avec Siligom. Siligom, pneus mécaniques et entretien auto pour rouler en toute sérénité. La météo. Regardez la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. La tendance est à l'amélioration, même si on conserve encore 2 départements en vigilance orange pour cette canicule toujours présente. Donc le Gard, le Vaucluse. Ailleurs, la tendance est quand même nettement à l'amélioration. Vous le voyez sur la majeure partie du pays. Des températures qui restent encore élevées sur les départements les plus au sud. On va voir comment tout cela va évoluer dans le courant des prochaines heures. Ce qui est certain, c'est que nous allons conserver une France totalement dégagée, avec cette absence d'eau toujours, évidemment, pour demain matin, du plein soleil. On aura un petit peu de Mistral et de Tramontane, un léger voile nuageux sur le sud-ouest, quelques bourgeonnements nuageux sans conséquence sur les reliefs alpins qui, dans le courant de l'après-midi, pourront apporter une petite averse orageuse. Le vent de secteur nord-est va se mettre en place sur une petite moitié ouest du pays. Le plein soleil résiste, quelques orages possibles jusqu'en Corse. Et puis, ces températures qui déjà vont repartir à la hausse. Demain matin, des valeurs toujours très élevées sur le sud-est au réveil, comprises entre 23 et 25 degrés, 14 seulement à Paris dans le même temps, 10 degrés du côté de Reims. Et dans l'après-midi, eh bien, ça commence à grimper. Alors ça reste très chaud sur le sud, sur le sud-est, 36 à Marseille, 28 à Paris, 24 degrés pour Brest. Votre lundi restera très ensoleillé et de plus en plus chaud avec cette vague de chaleur, cette nouvelle vague de chaleur qui se confirme pour la semaine prochaine.
Vous avez regardé la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. 14h30 sur BFM TV à la une de l'actualité. Si vous nous rejoignez, alors que Taïwan accuse la Chine de simuler une attaque sur son territoire, Donald Trump, lui, fustige la visite de Nancy Pelosi sur l'île. L'ancien président américain qui participait à un rassemblement de ses partisans dans le Wisconsin accuse la chef des députés d'avoir mis le feu aux poudres dans un contexte diplomatique déjà bien tendu entre la Chine et l'île. Décryptage dans ce journal. Dans l'actualité, en France, cette sécheresse historique, une centaine de communes se retrouvent sans eau potable. On verra également que dans certains départements, le risque incendie est maximal, notamment dans les Bouches-du-Rhône où les 25 massifs forestiers sont tout simplement fermés. Après la majorité, les Républicains se positionnent à leur tour sur les questions des expulsions d'étrangers. Éric Ciotti annonce qu'il déposera une proposition de loi lundi, instaurant notamment une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers. Les détails avec Alexis Cuvier dans cette édition. Et puis le point également tout à l'heure sur la guerre en Ukraine avec ses frappes sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia. C'est la plus importante en Europe. On retrouvera sur place nos envoyés spéciaux. On fera le point également sur cette présidente d'Amnesty International en Ukraine qui a choisi de démissionner. Tout d'abord, donc, cette actualité internationale avec la situation à Taïwan. Et ce samedi, les autorités accusent donc la Chine de simuler une attaque de l'île. Taïwan qui assure avoir détecté de multiples avions et navires chinois dans les abords de l'île. Alors pourquoi cette escalade? Les explications de Juliette Andrieux. Des avions de chasse au-dessus de Taïwan. Pékin montre ses muscles. Taipei a observé hier pas moins de 68 avions et 13 navires de guerre chinois dans le détroit de Taïwan, au-delà de la ligne médiane qui sépare l'île du continent. Les opérations militaires conjointes ont été couronnées de succès jusqu'à présent. Elles ont atteint l'objectif de dissuader les forces séparatistes qui cherchaient l'indépendance de Taïwan. Des exercices présentés comme un entraînement à un blocus de l'île. Ils doivent durer jusqu'à demain midi. Cette visite, elle est instrumentalisée par la Chine aujourd'hui pour créer cette crise. La visite d'un président de la Chambre des représentants n'est pas sans précédent à Taïwan. Il y a très régulièrement des parlementaires qui se rendent à Taïwan, que ce soit des parlementaires américains, c'était le cas de sénateurs il y a quelques mois, français, européens, la vice-présidente du Parlement européen. Une visite raillée hier par l'ancien président américain Donald Trump. Que diable faisait-elle à Taïwan? Elle était le rêve de la Chine. Elle leur a donné une excuse. Ils cherchaient cette excuse qu'elle vient de leur donner. Tout ce qu'elle touche se transforme en vous savez quoi. Une crise qui permettrait à Pékin de faire évoluer le statu quo de Taïwan. Mais Taipei a décidé de ne pas répondre aux provocations. Nous n'avons pas fait de manœuvres militaires. Donc encore une fois, tout ce statu quo doit être maintenu. Pour le moment, il n'y a aucun problème d'indépendance de Taïwan. Nous voulons vivre en paix, en démocratie comme vous. Nous partageons les mêmes convictions. Et je crois que c'est ça qui compte pour les 23 millions d'habitants à Taïwan. Un appel à la désescalade pour ne pas faire le jeu de Pékin. Même les États-Unis ont annulé des exercices militaires. 14h32, restez avec nous à suivre dans une toute petite minute les informations sur la sécheresse. Cette sécheresse historique vécue en France métropolitaine. Une centaine de communes se retrouvent d'ailleurs sans eau potable. Dans certains départements, le risque d'incendie est maximal. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Près de 650 soldats du feu sont sur place. Les flammes ont frôlé les habitations. Odessa qui a été attaqué donc ce matin par l'armée russe. Michel Goya, est-ce qu'il y a une contre-offensive qui se prépare? En tout cas, elle est annoncée depuis très longtemps. On est vraiment en train de vivre un changement auquel il va falloir s'adapter. Nous avons découvert le vrai visage de la majorité. Monsieur Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a pas le sort se voir. Des phrases choc pour provoquer. On va en parler avec mes invités. Restez sur BFM TV. Ça commence comme ça, par des gens qui veulent changer les choses, éco-rénover leur maison, réduire la consommation d'énergie de leur entreprise, passer à l'électrique, et une banque qui leur en donne les moyens. Au Crédit Agricole, on sait que si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients, ensemble on y arrivera.
Rejoignez la famille Fast and Furious et collectionnez les voitures les plus mythiques de la saga. Le numéro 1, la Dodge Charger pour 12,99 € chez votre marchand de journaux. Quand on rentre dans la vie active, c'est vrai qu'on n'a pas des revenus qui sont très importants. C'est intéressant d'avoir des prix compétitifs. Il y a la Massif et répondre à mes questions avec efficacité et pas avec des mots compliqués d'assureur. C'est pas un cliché de l'assurance classique. Ils ont compris le vrai principe d'une assurance. La Massif, c'est vous. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Ça, c'était mon short avant, taille 54. Mais ça, c'était avant. L'été, c'était une grande période de stress pour moi. C'était me cacher sous des tonnes de vêtements alors qu'il faisait très chaud. C'était être incapable de faire des activités avec mes amis, être incapable de faire 100 mètres sans transpirer. Les activités que je fais aujourd'hui, même simplement me baigner, j'aurais été incapable de le faire avant. Aujourd'hui, je peux vraiment profiter de mes vacances. Venez vite faire votre devis en ligne sur comj'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur comj'aime.fr, comj'aime.fr. Rendez-vous sur BFM Marseille-Provence, la chaîne des Marseillais et des Provençaux. Info locale, météo, trafic, sport, Olympique de Marseille, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Sur votre télé et votre smartphone, retrouvez BFM Marseille-Provence, canal 30 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Moi, c'est Marion. Depuis que j'ai quitté Paris, je rencontre tous les professionnels du reblochon. Alors quand je mange du reblochon, je pense à Jean-François, Tristan, Isaline ou encore Ernestine. Je la reconnais bien la Ernestine. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2 000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Vous aussi, vous voulez changer les choses? Éco-rénover votre maison? Réduire la consommation d'énergie de votre entreprise? Passer à l'électrique? Au Crédit Agricole, on sait qu'ensemble on y arrivera. Rendez-vous sur BFM Nice Côte d'Azur, votre chaîne dédiée à Nice et à la Côte d'Azur. Info locale, météo, trafic, sport, OGC Nice, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Nice Côte d'Azur, canal 31 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 319 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Et s'il existait un endroit super sécurisé, avec des contrôles hyper difficiles à franchir, et même un espace séparé pour garder privé les trucs auxquels tu tiens le plus. Wow, impressionnant. Si c'est ce niveau de sécurité que tu veux, tu peux l'avoir là, dans ton téléphone. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. – 14h38 sur BFM TV, on fait le point sur l'actualité à la une avec cette interrogation autour de la situation entre Taïwan et la Chine. Alors que Taïwan accuse Pékin de simuler des attaques sur son territoire, et bien Donald Trump lui fustige la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, l'ancien président américain qui participait à un rassemblement de ses partisans dans le Wisconsin et accuse
la chef des députés, d'avoir mis le feu aux poudres dans un contexte diplomatique de forte tension entre la Chine et l'île. Décryptage avec nos spécialistes dans un instant. Et puis on parle aussi aujourd'hui de cette sécheresse historique, du jamais vu en France. On se retrouve avec une centaine de communes sans eau potable. Quasiment l'intégralité de la métropole fait face à des restrictions d'eau. Dans certains départements, on craint aussi et surtout le risque d'incendie. Il est parfois maximal, notamment dans les Bouches-du-Rhône. Tout d'abord, cette actualité internationale. Donc, alors que la chef des députés américains, Nancy Pelosi, poursuit sa tournée asiatique aujourd'hui en Corée du Sud, retour sur une déclaration, celle de Donald Trump hier, l'ex-président américain qui participait à un rassemblement de conservateurs dans le Wisconsin. Et il est revenu sur le voyage de la présidente du Congrès à Taïwan avec des approbations. Nous allons élire une incroyable liste de républicains d'America First. Et nous allons en finir avec la folle Nancy Pelosi. Que diable faisait-elle à Taïwan? Elle était le rêve de la Chine. Elle leur a donné une excuse. Ils cherchaient cette excuse qu'elle vient de leur donner. Tout ce qu'elle touche se transforme en vous savez quoi. Pour parler de ce tacle, on va le dire très clairement, de Donald Trump à Nancy Pelosi, on retrouve François Durper. Bonjour, vous êtes consultant BFM TV, spécialiste des États-Unis. Voir l'ancien président attaquer comme ça Nancy Pelosi, vu des États-Unis, c'est quoi? Surprenant? Pas vraiment? Non, pour les Américains, rien que du très classique dans la forme. Hein. Alors on va laisser peut-être un petit peu la forme. Donald Trump traite Nancy Pelosi de folle. Il dit que sa décision était stupide et puis il dit tout ce qu'elle touche, se transformant. Vous aurez compris. Il était devant ses supporters. Donc la forme, on la comprend. En revanche, sur le fond, ce que dit Donald Trump, est plutôt raisonnable. Et j'allais même dire qu'il dit tout fort ce que certains pensent tout bas, y compris dans le Parti démocrate. Il dit peut-être même ce que Biden pense tout bas. C'est-à-dire que finalement, la visite de Nancy Pelosi, elle n'a pas abouti à plus de paix dans la région, elle n'a pas fait progresser les droits de l'homme dans la région. En revanche, elle a accru la tension dans un contexte où précisément le président américain avait besoin du soutien de la Chine dans son conflit avec la Russie. Alors évidemment, en Ukraine, on pense au conflit ukrainien. Donc voilà, ce que dit Donald Trump, c'est sur la forme peut-être excessif, mais sur le fond, beaucoup d'Américains partagent son avis. Alors justement, vous le disiez, il n'est pas le seul Donald Trump à penser cela de Nancy Pelosi, de cette visite à Taïwan. Pourquoi, selon vous, la chef des députés américains a-t-elle fait cette visite malgré tout ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Nancy Pelosi a joué cette fois sa carte personnelle, elle a son propre agenda. D'abord, elle le peut parce que les institutions américaines le permettent. La politique étrangère aux États-Unis, ce n'est pas seulement le président, ce n'est pas seulement le département d'État, ce n'est pas seulement l'exécutif, c'est aussi le Congrès. Donc elle a cette possibilité de le faire. Et Nancy Pelosi, depuis très longtemps, elle est rattachée, si vous voulez, à l'aile idéaliste du Parti démocrate. Donc elle défend la démocratie, elle défend les droits de l'homme, mais avec assez peu de pragmatisme. Et finalement, ça fait longtemps qu'elle s'oppose à la Chine, elle soutient le Dalai Lama. Ça fait longtemps aussi qu'elle s'oppose à la Chine sur le dossier de Taïwan. Et là, elle n'a eu que faire finalement de l'agenda du président. Elle s'est dit, je dois y aller aujourd'hui, je dois marquer mon soutien. Elle a plus de 80 ans, on ne va pas lui imposer sa conduite. Mais finalement, quand on regarde le bilan de cette visite, pour le moment, c'est quand même plus de tensions. Et comme le dit Donald Trump, ça a fourni un prétexte à la Chine, une démonstration de force, mais aussi une répétition générale en cas d'invasion de Taïwan pour voir comment l'armée chinoise pourrait bloquer ce détroit de Taïwan. Merci beaucoup François Durper, consultant BFM TV, spécialiste des États-Unis, pour tous ces éclairages. On continue de parler de cette situation sous tension entre Taïwan et la Chine. Un nouvel invité est avec nous, Antoine Bondas. Bonjour, vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. On a donc cette visite de Nancy Pelosi qui fait polémique. Quel est votre regard? Est-ce qu'on peut considérer que l'américaine a mis le feu aux poudres ou alors est-ce que la situation était déjà suffisamment tendue comme ça?
Alors François Durper a utilisé un terme qui est extrêmement important, c'est celui de prétexte. Alors on peut évidemment critiquer la visite de Nancy Pelosi, les États-Unis étant une démocratie et étant en campagne électorale pour les midterms, il est tout à fait normal que Donald Trump et les républicains, certains républicains, critiquent la tournée de Nancy Pelosi dans la région et la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Cependant, il faut rappeler quelque chose. L'ensemble du parti républicain, en tout cas les républicains à la Chambre des représentants, ont soutenu cette visite de Nancy Pelosi et des républicains faisaient partie de sa délégation à Taïwan. Alors au-delà de la visite, il y a la question encore une fois de ce prétexte, puisque c'est bien de ça dont on parle. La Chine a utilisé cette visite comme un prétexte pour initier une crise, elle a instrumentalisé cette visite pour initier une crise. Et aujourd'hui, le sujet n'est pas de savoir si la visite était une bonne chose ou pas. Et il peut évidemment y avoir un débat. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'analyser ce qui se passe dans le détroit. Et ce qui se passe, c'est une campagne de pression chinoise sur Taïwan sans précédent, notamment sur le plan militaire, avec des missiles qui, jeudi, ont survolé l'île pour atteindre la zone économique exclusive du Japon. Ce sont la pénétration de fait et le fait de traverser la ligne médiane dans le détroit qui, de fait, depuis des années, était une ligne qui n'est pas internationalement et juridiquement reconnue par Pékin et Taipei, mais qui n'était pas traversée de part et d'autre du détroit. Et donc c'est une pression sans précédent de la part de la Chine aujourd'hui sur Taïwan. Merci beaucoup Antoine Bondas d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui sur BFM TV. Je rappelle que vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique. On en vient à présent à cette autre actualité internationale, cette escalade de tensions au Proche-Orient avec les échanges de tirs qui continuent entre Israël et la bande de Gaza. Les frappes israéliennes contre le djihad islamique ont fait au moins 10 morts, dont un enfant. Oui, et en représailles, près de 170 roquettes ont été tirées vers l'État hébreu. La pire confrontation entre Israël et des organisations armées de Gaza depuis la guerre de 11 jours. C'était en mai 2021. Hilal El Aflahi avec Alexia Prunier. Des tirs en plein cœur de la ville. Des cratères géants au milieu des rues et des immeubles en ruine. Gaza est la cible de l'armée israélienne. La nuit dernière, l'État hébreu a débuté une opération militaire contre l'organisation djihad islamique implantée dans l'enclave palestinienne. Israël a mené une opération antiterroriste précise contre une menace immédiate. Notre combat n'est pas avec le peuple de Gaza. Le pays annonce avoir tué 15 combattants, alors que les autorités palestiniennes déplorent une dizaine de victimes parmi les civils, dont cette petite fille de 5 ans. Quelle est la faute de cet enfant? Elle rêvait d'aller à la maternelle et demandait à son père un cartable et des vêtements. Qu'a-t-elle fait de mal, cette enfant innocente? Est-ce qu'elle tirait des roquettes? Est-ce qu'elle se battait? Les tirs ont touché de nombreuses maisons, ses habitants ont tout perdu et vivent désormais dans la crainte d'une nouvelle escalade. Tout nous est tombé dessus. Dieu merci, on est sains et saufs, mais ma femme s'est cassée la main et mon fils a reçu des éclats d'obus dans le corps. Nous étions en sécurité dans notre maison. Nous avons été chassés par les bombardements. Nous avons été chassés de chez nous. De son côté, le djihad islamique, organisation considérée comme terroriste par Israël, l'Union européenne et les États-Unis, a confirmé la mort d'un de ses chefs et n'a pas tardé à répondre. Une centaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. L'armée israélienne, elle, a déclaré se préparer à mener des raids durant une semaine. L'actualité internationale, c'est aussi l'Ukraine à présent avec ses frappes sur la centrale nucléaire de Zaporijia tenue par l'armée russe. Sont à leur tour donc au cœur d'une guerre de communication entre Kiev et Moscou. Le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'en être à l'origine et déclare qu'elle doit porter la responsabilité de cet acte de terreur. Mais Moscou accuse en retour l'Ukraine d'avoir elle-même bombardé l'usine. Nicolas Quadou, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial dans la capitale ukrainienne. Comment on réagit sur place du côté des médias, du côté de la population à cette éventuelle menace nucléaire entre les deux pays?
Eh bien ici à Kiev, il n'y a aucun doute possible, c'est bien la Russie qui est à l'origine de ces frappes à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce matin, l'un des plus proches conseillers du président Volodymyr Zelensky a même déclaré que si l'Europe pouvait se réveiller ce matin, c'était uniquement puisque par miracle, la centrale n'avait pas explosé. Alors à Enerdogar, l'une des villes les plus proches de la centrale nucléaire, le maire a même déclaré à la presse locale que les Russes utilisaient bien des missiles à proximité de la centrale nucléaire, que sa population était terrorisée et qu'il risquait d'y avoir de nouvelles évacuations vers les zones contrôlées par les forces armées ukrainiennes en direction de l'ouest. La presse qui rappelle en outre qu'une explosion sur l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia équivaudrait à une explosion d'une bombe atomique. De son côté, le ministère des Affaires étrangères exhorte la communauté internationale à prendre des mesures d'urgence et à transférer le contrôle et la protection de la centrale nucléaire de Zaporijia à l'Ukraine. Il en va, je le cite, de la sécurité du monde entier. Cette démission de la responsable d'Amnesty International en Ukraine, elle fait suite à la publication d'un rapport de l'ONG qui reproche à l'armée ukrainienne de mettre en danger des civils. C'est ce qui a provoqué la colère de Kiev. Oui, tout à fait. Une démission qui a été annoncée dans un long texte sur Facebook où elle détaille les raisons de ses désaccords profonds avec ce rapport publié par Amnesty International. Elle rejoint donc le concert de critiques, d'indignation partagé par, il faut le dire, une grande partie du pays ici en Ukraine après la publication de ce rapport qui, je le rappelle, accuse l'Ukraine d'avoir délibérément mis en danger la vie des civils depuis le début de ce conflit. Alors un petit peu plus tôt, c'était Volodymyr Zelensky qui avait dit son indignation face à ce rapport jugé injuste. Il avait en outre regretté qu'une organisation aussi mondialement connu qu'Amnesty International mette sur un pied d'égalité l'agresseur et l'agressé. Kiev qui était allé jusqu'à accuser l'ONG de mener une campagne de désinformation et de propagande au service des informations du Kremlin. Fin de citation. Merci beaucoup Nicolas Coadou pour ces précisions sur place, donc avec Julie Roser. Situation internationale, vous le comprenez, aujourd'hui tendue. On a également cette sécheresse en France. Pour voir si tout ça inquiète le gouvernement, on va retrouver Adrien Portron. Vous êtes sur le lieu de résidence de vacances du président de la République à Brégançon dans le Var. On sait que les ministres sont en vacances déjà. Lui, Emmanuel Macron, avait pris ses vacances une semaine plus tôt et il en profite de ses vacances, le président de la République. Avec quoi dans son agenda? Pas grand-chose ces derniers jours? Oui, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, est arrivé ici au fort de Brégançon il y a maintenant 8 jours. Il a décidé de quitter le palais présidentiel le temps d'une pause, une semaine avant le reste de son équipe. Et c'est vrai que depuis son arrivée, son agenda est très allégé. Emmanuel Macron reste discret, mais à l'intérieur du fort, à l'intérieur de ces murs en pierre du fort de Brégançon, Emmanuel Macron continue à travailler. L'Élysée, d'ailleurs, n'utilise pas le mot de vacances, mais bien de pause studieuse. Emmanuel Macron enchaîne les appels et les visioconférences avec des responsables politiques étrangers. Il suit de très près la situation à l'étranger. Il s'est notamment pêle-mêle entretenu avec le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, c'était lundi, mais également avec Macky Sall, le président sénégalais, mais aussi avec le président d'Azerbaïdjan, le premier ministre d'Arménie, sur la situation dans le Sud-Caucase. Vous l'imaginez, Emmanuel Macron qui continue bien évidemment à suivre aussi l'actualité nationale. Il suit attentivement la situation dans le pays, nous confie l'Élysée. Emmanuel Macron phosphore aussi sur les échéances à venir, car la rentrée politique arrive à grands pas et elle s'annonce bien évidemment très agitée. Une pause donc studieuse pour le chef de l'État qui devrait rester ici au fort de Brégançon au moins jusqu'au 17 août, jour de commémoration de la libération de la commune de Bormes-les-Mimosas. Président en vacances donc depuis une semaine déjà. Quant aux ministres, on le disait, ils démarrent tout juste leur congé d'été, mais avec des consignes bien précises, notamment dans le contexte de sécheresse historique qui touche le pays. Oui. La fin des travaux parlementaires a sonné et donc les ministres sont désormais en vacances. Mais avec ce contexte de sécheresse qui frappe la France, ils ont un cahier des charges et des consignes à respecter. La première est de choisir une destination compatible avec l'exercice de leurs responsabilités. Ils doivent également rester joignables en cas de nécessité. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, le rappelait. La mobilisation de chacune sera pleine et entière et donc les ministres n'ont d'autre choix que de choisir une destination proche de la capitale, c'est-à-dire à seulement 2 ou 3 heures de Paris.
Merci beaucoup Adrien Portron donc, pour toutes ces précisions donc, du côté de Brégançon pour les vacances du président de la République. Alexis Cuvillier nous a rejoint en plateau du service politique de BFM TV. On va parler notamment de cette autre question qui agite l'actualité, la question de l'expulsion des délinquants étrangers qui ne respectent pas les valeurs de la République avec cet imbroglio autour de l'imam Hassan Iquissen. Après les prises de position de Darmanin, c'est désormais Éric Ciotti qui remet une pièce dans la machine. Oui, c'est intéressant de voir ces prises de position à droite chez les Républicains, les anciens amis de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Vous vous souvenez qu'il était membre du mouvement gaulliste avant d'entrer au gouvernement. Éric Ciotti qui se fait discret depuis plusieurs semaines, qui est candidat à la présidence des Républicains à la fin de l'année, qui a publié une série de tweets sur ce sujet. Il a annoncé qu'il déposerait dès lundi une proposition de loi instaurant une double peine d'expulsion automatique pour les délinquants étrangers. Je ne me résous pas, dit le député des Alpes-Maritimes, à attendre qu'au-delà des discours, le pouvoir macroniste, après 10 ans d'inertie et de renoncement coupable, passe aux actes. Intéressant donc de voir cette prise de position. On sent aussi peut-être une pression de la part des Républicains sur ce fameux texte sur l'immigration, texte qui a été reporté. Vous vous en souvenez, on en a beaucoup parlé cette semaine. Report annoncé par Gérald Darmanin, peut-être à la fin de l'année, après un grand débat. La majorité aura besoin de l'appui des Républicains sur ce sujet et on sent avec les messages d'Éric Ciotti que cet appui sera peut-être difficile à obtenir, qu'il faudra pour les Républicains avoir une série de garanties pour que le texte aille assez loin pour être soutenu. Merci Alexis Cuvillier pour ces précisions. 14h55 sur BFM TV, on passe à nos rendez-vous l'été avec notre recette avec un chef. Vous connaissez le principe. Un journaliste de BFM TV avec un chef du Georges V à Paris. Aujourd'hui, c'est Marc Hay qui est derrière les fourneaux pour nous faire une délicieuse tarte aux fraises. La chance. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Si vous avez des invités à la maison dans quelques heures, j'ai quelque chose pour vous. D'une part, une très bonne idée de dessert, et puis surtout, parce que le dessert, c'est bien, mais il faut le chef aussi. Et nous avons avec nous Mickaël Bartocchetti qui accueille encore cette année BFM TV. Exactement. Voilà, c'est toujours un plaisir de le Georges V. Marc. Et donc, on va travailler aujourd'hui la tarte aux fraises. C'est un classique, mais c'est tellement bon qu'on ne pouvait pas s'en passer. Alors, Allez, on commence par quoi? Moi, je te propose de commencer par la pâte. Allez, allons-y. Donc, de la farine. De la farine, type 55, pas trop riche en gluten. Okay. Du sucre glace, fleur fleur de sel et sel fin. On a mis un peu de zeste de citron vert pour amener un peu de peps et de caractère à la pâte. On aime bien le peps. Et bien évidemment, du beurre. Le beurre, ouais, le beurre. L'essentiel. On met toutes les poudres, on termine avec le beurre et les zestes. Et voilà. On met ça là. Allez, dans moins d'une minute, normalement, elle devrait être pétrie. Dès que c'est mélangé, on arrête. On ne veut surtout pas crémer le beurre. Hop là. Voilà, et ensuite on va l'étaler entre deux feuilles de cuisson. Donc là on étale. Ça s'étale tout seul. Voilà. Elle est protégée, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à la prendre. Vous la prenez. Exactement. Vous l'achetez dans le congélateur. Congélateur qui se trouve au fond. Elle a bien refroidi. Elle est bien dure. Très bien. Et donc allez, on y va. Ce qu'on va faire, on va. Donc du là, coup, on la détaille. On a le cercle. Comme. Voilà. Et là, on a notre cercle. premier cercle. Très bien. Voilà. Allez. Allez, on enfourne. Du coup, c'est parti. Donc là, on met le four à 160 degrés. 160 degrés. 20-25 minutes. Nos fonds de tarte sont en train de cuire. Ça tombe bien parce qu'on va essayer de sublimer tout ça maintenant. Et on va faire la marmelade. La marmelade. Bon, ça y est, Mickaël, c'est cuit. Alors là, c'est cuit. Tu vois, ils sont bien blonds. Très bien. T'as enlevé les cercles de ce que je vois. Ok. T'as vu que je gère la marmelade, moi, depuis quelques minutes. Et on les a fait refroidir. Et c'est très bien. Voilà. Bien. Alors, on a nos fonds de tarte, la marmelade qui a passé un bon petit moment dans le frigo. Donc elle est belle. Et puis on va pouvoir passer au dressage. Donc, de la marmelade sur le fond de tarte. C'est-à-dire que là, tu la construis comme tu as envie de la construire. Et je te laisse faire. Ah ouais. Et je vais construire la mienne et je vais te laisser construire la tienne. Ah, c'est difficile là comme exercice. Donc, des fleurs comestibles. Tu as des fleurs de sureau, des bleuets. Des bleuets. Là, c'est des petites pousses de basilic nain. Je pense que là... Là, on est bon, là. Très, très bon. Pas trop sucré, c'est vraiment le juste équilibre. Le côté salé un peu à la fin. Oui, il y a le petit côté salé, ouais. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ta cuisine.
et passez un très bel été sur BFM. Très bel été à tous. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. 14h58 sur BFM TV, la météo. Regardez la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. La tendance est à l'amélioration, même si on conserve encore 2 départements en vigilance orange pour cette canicule toujours présente. Donc le Gard, le Vaucluse. Ailleurs, la tendance est quand même nettement à l'amélioration. Vous le voyez sur la majeure partie du pays. Des températures qui restent encore élevées sur les départements les plus au sud. On va voir comment tout cela va évoluer dans le courant des prochaines heures. Ce qui est certain, c'est que nous allons conserver une France totalement dégagée, avec cette absence d'eau toujours, évidemment, pour demain matin, du plein soleil. On aura un petit peu de Mistral et de Tramontane, un léger voile nuageux sur le sud-ouest, quelques bourgeonnements nuageux sans conséquence sur les reliefs alpins qui, dans le courant de l'après-midi, pourront apporter une petite averse orageuse. Le vent de secteur nord-est va se mettre en place sur une petite moitié ouest du pays. Le plein soleil résiste, quelques orages possibles jusqu'en Corse. Et puis, ces températures qui déjà vont repartir à la hausse. Demain matin, des valeurs toujours très élevées sur le sud-est au réveil, comprises entre 23 et 25 degrés, 14 seulement à Paris dans le même temps, 10 degrés du côté de Reims. Et dans l'après-midi, eh bien, ça commence à grimper. Alors ça reste très chaud sur le sud, sur le sud-est, 36 à Marseille, 28 à Paris, 24 degrés pour Brest. Votre lundi restera très ensoleillé et de plus en plus chaud avec cette vague de chaleur, cette nouvelle vague de chaleur qui se confirme pour la semaine prochaine. Vous avez regardé la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. 15h sur BFM TV. On est ravis de vous accompagner avec Fanny, avec cette actualité. D'abord, cette sécheresse historique en France. Une centaine de communes se retrouvent sans eau potable. Dans certains départements, le risque incendie est maximal. Dans les Bouches-du-Rhône, tous les massifs forestiers sont fermés. Dans le Var, on retrouvera tout à l'heure Thomas Herman pour faire le point sur place. Pourra-t-on sauver le beluga piégé dans les eaux de la Seine? L'animal est actuellement bloqué dans une écluse de l'Eure à seulement 70 km de Paris et il refuse de s'alimenter. La préfecture de l'Eure devrait communiquer dans l'après-midi. C'est en tout cas déjà le 3e cétacé coincé dans la Seine en moins de 3 mois. L'actualité internationale, l'escalade à Taïwan. Les autorités de l'île accusent la Chine de simuler une attaque. La visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est au cœur des tensions, y compris en France, où des propos de Jean-Luc Mélenchon font polémique. Et puis, regain de tension au Proche-Orient avec ces frappes israéliennes sur Gaza dans le cadre d'une attaque revendiquée comme préventive par l'État hébreu qui combat l'organisation du djihad islamique. En représailles, des bombardements ont eu lieu sur Israël. On fait le point dans ce journal. Nous sommes confrontés à la pire sécheresse de notre histoire. Ajoutez à cela les fortes températures et du vent et vous obtenez un risque maximal d'incendie. Dans les Bouches-du-Rhône, la préfecture interdit l'accès aux 25 massifs forestiers du département. Et pas loin de là, dans le Var aussi, 4 massifs sont actuellement en rouge. Thomas Herman et Domitille Berthaud sont sur place et ils suivent pour nous une opération de prévention menée par les pompiers. Effectivement, nous sommes en plein exercice avec les sapeurs-pompiers du Var. Ce qui vient de se passer à l'instant, vous avez 4 camions lanceurs d'eau. Ils se sont disposés sur une centaine de mètres, donc on a fait une ligne de défense de 100 mètres pour attaquer un feu dans le scénario où le feu se propageait du bas en direction des camions des sapeurs-pompiers. Ils ont sorti tous leurs lances à eau pour combattre donc ces flammes qui sont fictives, vous l'aurez compris. Sauf que le feu était beaucoup trop important, il a fallu se replier. L'ensemble des moyens ont été repliés et là on passe au deuxième exercice côté donc sécurité pour replier l'ensemble des sapeurs-pompiers au niveau de la citerne à eau qui est juste en haut pour tout simplement les sécuriser de ces flammes. Voilà pour cet exercice. Pourquoi les sapeurs-pompiers s'exercent? Eh bien, il y a un risque encore important du côté des incendies cet après-midi et jusqu'à lundi dans le département du Var, dans le département des Bouches-du-Rhône, avec notamment les conditions météorologiques qui ne sont pas du tout favorables, jusqu'à 70 km/h pour le Mistral, 60 à 70 pour la Tramontane et surtout de fortes températures, 36 à 38 degrés, localement 39 pour la journée d'aujourd'hui. C'est la règle des 3,30 qui s'applique du côté des sapeurs-pompiers. Des températures au-dessus de 30 degrés, un taux d'hydrométrie, donc c'est le taux d'humidité dans l'air qui est en dessous
dessous de 30% et les températures au-dessus de 30 degrés. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant et que les massifs forestiers sont fermés dans la totalité pour le département des Bouches-du-Rhône. 4 massifs sont fermés du côté du Var. C'est pour ça qu'il faut être prudent et surtout ne pas se rendre dans les massifs qui sont fermés. Prudence maximale donc avec cette sécheresse. Ce sont 93 départements de métropole sur 96 qui font l'objet de restrictions d'eau. Et dans une centaine de communes, il n'y a plus d'eau dans les canalisations. Les habitants n'ont plus accès à l'eau potable. Reportage Chloé Barbeau. Dans le Var, la source qui alimente le village de Seillan est à sec. Les habitants doivent drastiquement limiter leur consommation. 150 litres maximum par personne et par jour. Je fais un relevé le matin et je fais un relevé le soir et je vois combien j'ai consommé. Réutiliser l'eau des pâtes ou prendre sa douche avec une casserole, tout le monde doit s'adapter. Par exemple, au lieu de faire plusieurs machines à laver, on va faire peut-être une seule machine à laver, vous voyez, des choses comme ça. Il suffit d'y penser. Depuis le mois de mai, un camion-citerne transporte l'eau de la commune voisine jusqu'au château d'eau de Seillan. L'objectif, éviter la coupure totale d'eau potable. Pendant ce temps, 24 heures, 48 heures, ça serait donc une alimentation par des packs d'eau. Et si les habitants le comprennent bien, en étant très raisonnables, peut-être que nous échapperons à cette situation. En cas de non-respect des limitations, l'amende s'élève à 1 500 € pour les particuliers, 7 500 pour les professionnels. Et pour parler de cette sécheresse, un invité avec nous, Patrick Marlière. Bonjour, vous êtes météorologue, président d'Agathe Météo. On parle de sécheresse historique. On voit des communes où il faut faire venir des citernes d'eau. On est en train de vivre quelque chose de vraiment inédit là en ce moment. Depuis le mois de juillet, la situation est déjà exceptionnelle et puis se profilait déjà fin juillet la tendance de ce mois d'août qui se confirme puisque une 4e vague de chaleur arrive la semaine prochaine sur la France. On va en fin de semaine prochaine dépasser les 30 à 35 degrés sur à peu près 80% du territoire et tout ça évidemment sans précipitation. Alors aujourd'hui, il y a encore quelques averses éparses près des Pyrénées et dans les Alpes-Maritimes, mais elles sont en train de disparaître. Il y a encore peut-être quelques coups de tonnerre d'ici ce soir dans le sud des Alpes, mais il n'y a que ça. Ensuite, ce sont des conditions anticycloniques qui s'installent, qui vont perdurer, qui font remonter ces masses d'air chaud et les vents vont s'orienter au nord-est. Et c'est des vents qui amènent une masse d'air très sèche en plus. Donc voilà, ça va accentuer tous les phénomènes, tous les paramètres qui sont, eux, déclencheurs de ces feux de forêt. Donc, voilà, il faut une situation qui s'annonce vraiment préoccupante pour la semaine prochaine sur toute la France et surtout en fin de semaine. Donc, à surveiller, bien évidemment. Alors, il y a quelques pluies qui s'annoncent pour la semaine au-delà du 15 août. Mais pour l'instant, il faudra le confirmer, car évidemment, on va, malgré ces averses, après le 15 août annoncées pour l'instant, eh bien, elles vont se dérouler sur des températures encore très élevées et bien au-dessus des normales de saison. Vous avez fait le point sur donc la sécheresse, sur la chaleur qui va reprendre donc dans une peut-être 4e vague la semaine prochaine. Qu'en est-il du vent notamment qui inquiète également dans ces secteurs où vous parlez de risque d'incendie? Oui, alors tout autour du bassin méditerranéen, donc Mistral, Tramontane, des vents assez forts qui soufflent en rafale à plus de 60 voire 70 km par heure. Et donc évidemment, c'est le paramètre qui va accentuer le plus le risque en tout cas, puisque les autres, les fortes chaleurs sont présentes. Et il y a évidemment avec ce type de situation très peu d'humidité, donc tout est réuni pour que les feux puissent se déclencher si voilà quelque chose arrive. Je veux dire, pas toujours de façon, je dirais, humaine, mais des feux peuvent se déclencher. Les orages, nous sont à l'écart de ça. Donc, oui, la situation tout autour du bassin méditerranéen est assez inquiétante. Ça va peut-être s'arranger la semaine prochaine, en tout cas côté instabilité et feux de forêt, mais tout au long de la semaine, les vents resteront de nord-est assez forts, les températures resteront très élevées à plus de 30 degrés. Donc voilà, il faudra se montrer extrêmement vigilant et c'est vraiment inquiétant car ça va perdurer. Est-ce qu'il y a également des risques d'orage, de fortes pluies? On sait que certains départements commencent à être concernés. Oui, alors hier déjà, il y a eu des orages extrêmement violents puisque à certains secteurs, notamment dans le Cantal, mais aussi en Savoie, en Haute-Savoie, on a relevé en l'espace d'une heure quasiment un mois de pluie. Pour autant, ça ne résout pas le problème de la sécheresse sur ces secteurs. Il y a d'autres régions de France qui ont été touchées par ce type de phénomène au mois de juillet. L'endroit où il est tombé le plus d'eau au mois de juillet dans le nord, par exemple, dans le bassin d'Isère, c'est là, évidemment, qu'on est dans la restriction la plus importante. On est en crise dans ce même bassin, alors qu'il a recueilli le plus de précipitations, mais
À vrai dire, et vous signalez souvent à l'antenne, c'est que ce déficit pluviométrique ne date pas que du mois de juillet. Pour certains, c'est depuis le mois de janvier. Dans le Nord, c'est 50% de pluie en moins depuis le début janvier. Et dans certains secteurs, ça date depuis 2021. Donc oui, la situation était vraiment au niveau des alertes maximales et malheureusement, ça va durer. Et les premiers signes pour le mois de septembre commencent à annoncer de nouveau un temps qui restera chaud, sec, avec un degré peut-être moindre, mais en tout cas chaud, sec sur l'ensemble de la France. Donc la situation risque de perdurer bien au-delà du mois d'août. Une autre situation assez insolite, puisque c'est le 3e mammifère marin qui est identifié dans la Seine en moins de 3 mois. Un beluga se trouve actuellement piégé à 70 km de Paris, au niveau d'une écluse située dans l'Eure. La préfecture du département devrait s'exprimer dans l'après-midi. Antoine Forestier, on vous retrouve sur place dans le département de l'Eure. L'animal est très amaigri et il est sous haute surveillance. Oui, ce qui inquiète les autorités, c'est que cet animal, depuis plusieurs jours, il refuse de s'alimenter. Les membres de l'association Sea Shepherd lui ont apporté du poisson. Il a ignoré ce poisson. Ce matin, c'est du poisson vivant, cette fois-ci, qui a été emmené. Et les membres de l'association espèrent que cette fois-ci, l'animal acceptera de se nourrir, car il est dans un état d'amaigrissement très important. Et c'est inquiétant, selon les scientifiques qui le suivent ici. Il y a une réunion actuellement entre la préfecture de l'Eure, la police de l'environnement, les gendarmes, les pompiers également, les membres de ces associations, qui a lieu actuellement. À l'issue de cette réunion, il y aura un point presse, on devrait en savoir plus sur l'état de santé de cet animal. Ce qui inquiète ici, c'est que l'on ne veut pas revivre la même situation qu'au mois de mai dernier, où une orque était restée bloquée dans la Seine. Quelques jours plus tard, cet animal était mort de faim. Il faut dire que la présence d'un beluga ici dans la Seine est tout à fait inhabituelle. C'est un animal qui habituellement est dans des eaux très froides près de l'Arctique. La dernière fois qu'on en avait vu un en France, c'était dans l'estuaire de la Loire en 1948. Merci beaucoup Antoine Forestier sur place avec Margot Sèvres. Restez bien avec nous sur BFM TV, il est 15h10. Dans quelques instants, on va revenir sur cette situation de plus en plus tendue au Proche-Orient avec ces frappes israéliennes sur Gaza dans le cadre d'une attaque revendiquée comme préventive par l'État hébreu qui combat l'organisation du djihad islamique. On fera le point sur cette situation avec notre invité. Restez avec nous. Tombé. J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. Contre le Covid-19, une deuxième dose de rappel est recommandée dès 60 ans pour les femmes enceintes, les personnes à risque de faire une forme grave et leur entourage. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Qui est le numéro 1 des fournitures scolaires en ligne? Rentrediscount.com. Rentrediscount, c'est plus de 10 000 produits. Avec toutes les marques, pour toutes les classes, jusqu'à moins 40%. Et toujours sans bouger de chez vous. Alors pour vos fournitures scolaires, c'est... Rentrediscount.com. J'allais le dire. Il suffit d'un peu de lumière en plus pour se sentir mieux chez soi. Chez K-Line, nos fenêtres vous offrent 15% de lumière en plus. Et la lumière vous offre tout le reste. K-Line, la fenêtre lumière. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis. Rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr.
Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. L'Express, s'informer pour réussir. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. 15h15 sur BFM TV. Merci d'être avec nous. On va faire le point sur la situation internationale très tendue du côté de Gaza. Ce sera pour tout à l'heure. Mais d'abord, on vous en parlait il y a quelques instants. On va faire le point sur la situation de ce beluga qui est bloqué dans la Seine à 70 km de Paris. Il est bloqué dans une écluse dans l'Eure. Et justement, une conférence de presse est organisée. Isabelle Dorlia-Pouzet va s'exprimer. C'est la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. Elle va faire le point sur cette situation assez inhabituelle. Un beluga habitué aux eaux froides qui se trouve dans la Seine. On écoute donc la secrétaire générale de la préfecture de l'Eure. Secrétaire générale de la préfecture de l'Eure, sous-préfète d'Évreux. Quel est le point que vous pouvez nous faire sur la situation avec les observations que vous avez pu faire il y a quelques minutes? Donc des observations qu'on a pu faire d'ailleurs depuis hier soir, puisque le dernier point presse date d'hier soir. Le beluga donc s'est dirigé vers un des bassins des écluses du secteur et comme il s'est engagé là, on a profité de la situation pour pouvoir le maintenir dans ce bassin-là, pour pouvoir lui apporter de la nourriture, puisque c'est un individu qui est assez décharné et qui nous semble avoir des difficultés d'alimentation. Donc on a passé la soirée d'hier. Quand je dis on, ce sont les associations Apex et Sea Shepherd qui sont en lien avec nous pour ce travail-là, en lien avec l'ensemble des scientifiques et des vétérinaires qui nous appuient dans cette démarche. Et donc ils ont tenté de nourrir le beluga avec des harengs morts dans un premier temps. Donc toute la soirée, et il se trouve que le beluga n'a pas répondu à cette proposition, ça l'a pas vraiment intéressé, il a continué à faire des longueurs dans le bassin. C'est un grand bassin qui fait 125 mètres sur 24, donc il est pas malheureux du tout de ce point de vue-là. Et puis comme il n'a pas répondu aux harengs morts, on a fait livrer ce matin des truites arc-en-ciel vivantes. Pour qu'il puisse, puisque c'est un animal sauvage et qui a l'habitude de manger des poissons sauvages, pour qu'il puisse manger du poisson vivant. Pour être très clair, il ne s'y est pas beaucoup intéressé non plus. Donc nous venons de faire un point assez long avec l'ensemble des scientifiques et des vétérinaires et des spécialistes animaliers qui nous accompagnent dans cette démarche pour définir la stratégie à poursuivre. Là, au moment où je vous parle, des vétérinaires sont en route pour venir sur site et examiner le beluga autant que possible et lui administrer, alors je vais le dire très simplement, des vitamines et des produits qui sont susceptibles de lui ouvrir l'appétit. Voilà, donc l'idée c'est de voir si c'est son périple qui l'a fatigué et il manque d'énergie, y compris pour peut-être s'alimenter, ou si c'est peut-être un individu qui
malheureusement serait peut-être souffrant et auquel cas c'est d'autres solutions qu'il faudrait lui apporter. Et donc ce sont les scientifiques et les vétérinaires, professionnels du soin qui pourront le déterminer. VNF qui nous aide beaucoup également dans cette démarche nous a donné la possibilité de maintenir le beluga si nécessaire jusqu'à demain et peut-être un petit peu plus, guère plus parce que ce sont des écluses qui ont vocation à être commerciales et à faire passer des bateaux, donc c'est compliqué. Néanmoins, on a l'appui de VNF de ce point de vue-là pour prendre le temps de décider calmement des suites à donner. Toutes les suites étant toujours, comme je le dis depuis le début de cette affaire, dans l'intérêt de l'animal, puisque collectivement, scientifiques, associations de protection de la faune sauvage, services publics, tous les services de l'État concernés étant mobilisés, notre but c'est l'intérêt de l'animal et c'est lui qui va nous dicter ce qu'il souhaite. Et donc parmi les hypothèses, il y a aussi celle de réouvrir l'écluse vers la mer, elle est loin la mer, elle a plus de 160 km, mais vers la mer pour qu'il puisse reprendre son chemin. D'autres hypothèses, c'est le soin ou c'est le conserver un petit moment pour qu'il reprenne de l'appétit. Mais ça, il est trop tôt pour le dire. Il n'est pas possible de l'extraire du bassin et de le transporter par bateau, par exemple ? Alors c'est une hypothèse qui fait partie des possibilités en effet. Pour l'instant, elle n'a pas du tout été privilégiée. Pourquoi ? Parce que on n'est pas sûr que l'individu, le beluga en question, soit suffisamment costaud pour supporter cette manipulation. Et on ne le fera que si on estime qu'il est vraiment suffisamment costaud pour cela, sachant qu'en plus, si on décide de l'extraire pour l'emmener quelque part, il faut savoir où. Et donc là aussi, on n'a pas encore acté, puisqu'il faut qu'on décide tous ensemble de la meilleure solution pour cet animal. Est-ce que c'est le remettre en pleine mer ? Est-ce que c'est l'amener vers du soin ? Et là, il y a encore des analyses à faire pour savoir ce que l'on veut faire. Et ça va dépendre beaucoup de son état de santé et de sa sécurité à lui. Il y a des petites taches qui apparaissent sur sa peau. Elles peuvent être tout à fait naturelles du fait de l'eau non salée. Ça peut être aussi d'autres difficultés. Donc ça, c'est des choses qu'il faut étudier et qui feront partie de l'aide à la décision qui sera à prendre dans l'intérêt toujours du beluga. Est-ce qu'il est urgent ? Combien de temps il peut survivre dans cet environnement ? On ne sait pas précisément. Pour autant, il est arrivé dans l'histoire que des belugas restent quand même de façon assez longue dans de l'eau de rivière. Donc ce qu'on ne sait pas, c'est depuis combien de temps il est dans la Seine. On sait qu'il a fait 160 km et peut-être avec des allers-retours, donc peut-être encore plus. On le connaît que depuis le 2 août. On ne l'avait pas vu avant. Il est peut-être là depuis beaucoup plus longtemps. Donc c'est difficile d'estimer combien de temps il peut encore rester dans l'eau douce. Il y a une solution qui est privilégiée aujourd'hui et aussi au niveau du timing. C'est-à-dire que là, vous dites qu'il y a des décisions qui vont être prises. Est-ce qu'on peut imaginer que ça puisse bouger aujourd'hui ? Oui, comme je disais, c'est toujours dans l'intérêt de l'animal qu'on va prendre les décisions. Si on se rend compte qu'il est en détresse, ce qui n'est pas le cas actuellement, il est très calme. Il fait ses petits allers-retours tranquillement. Il a le même comportement depuis hier. Mais si tout à coup il devait être en détresse, il devait être en souffrance, il est évident qu'on prendrait une décision beaucoup plus rapide. Et ça va dépendre, ce que je disais tout à l'heure, ça va dépendre du diagnostic des vétérinaires. C'est ça que nous attendons. Là, pour l'instant, vous n'avez pas encore cette solution privilégiée au moment où on se parle ? Non, on n'a pas de solution privilégiée puisque la solution sera celle que la communauté à la fois scientifique, de soigneurs, de défenseurs de la faune sauvage et des services publics que je représente et que je coordonne décidera collectivement. On a cette chance de travailler vraiment tous ensemble depuis le début et même s'il y a des avis divergents qui s'expriment, c'est pour enrichir le débat et nourrir la décision qu'on prendra collectivement. L'expérience de ce qui s'est passé avec l'orque il y a quelques mois vous sert désormais ? Bien sûr, puisque dans le groupe, il y a des personnes qui étaient impliquées dans l'affaire de l'orque, donc il y avait eu un retour d'expérience à l'époque et on s'appuie sur ce retour d'expérience. La situation est toutefois très différente. Quelles sont les différences justement ? L'orque était encore plus affaible. J'ai envie de dire que le beluga était en grande fragilité. En plus, il a disparu des contrôles et des radars, si j'ose dire, pendant un certain temps. Donc, quand on l'a retrouvé, c'était déjà
difficile. Et puis l'orque et le beluga sont deux animaux différents. L'orque supporte moins bien l'eau douce que le beluga. Voilà, il y a différentes raisons qui font que tout n'est pas transmissible. Pour autant, le travail en concertation s'appuie beaucoup sur ce retour d'expérience. Vous évoquiez des avis différents justement. Comment se passe la coordination entre les moyens de l'État et en même temps les associations? On pense à Sea Shepherd notamment qui est sur place. Ça se passe très bien. La preuve, c'est que Sea Shepherd est sur place. Les services de l'État aussi. Moi-même, jusqu'à très tard hier soir avec eux. Ça se passe très bien. On est chacun dans notre rôle. On apporte chacun notre point de vue, notre savoir-faire, notre expertise. La mienne, vous imaginez bien qu'elle n'est pas du tout ni scientifique ni animalière. Donc, je la partage. Néanmoins, c'est la coordination de la compétence de chacun qui fait qu'on prendra la décision la plus favorable à l'animal. Après, c'est la vie qui décide. C'est la vie qui décide. Si l'animal s'avère être un animal malade, fragile, on fera le maximum, mais on ne fera que ce qu'on sait faire. Les vitamines vont être administrées comment à l'animal? Alors les vitamines, elles seront administrées par un vétérinaire avec les moyens habituels. Donc c'est du fléchage. Des gens qui ne sont pas habitués pourraient être impressionnés, mais il n'y a pas lieu d'être impressionné par cette technique. C'est une technique tout à fait non invasive et non invasive, protectrice de l'animal. C'est pour son bien et ça ne le fait pas mal en tout cas. D'après les experts, il peut tenir combien de jours sans se nourrir? Pas mal de temps. Et apparemment, ça fait un certain temps qu'il se nourrit très peu. Voilà. Est-ce que vous êtes confiante ou inquiète pour la suite? Ni l'un ni l'autre. Je préfère être dans les faits et c'est pour ça que je suis là chaque jour et que nous avons des points audio avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on en aura un autre ce soir pour prendre des décisions tous ensemble. Moi, mon rôle, c'est d'être pragmatique, de réunir tous les moyens utiles, nécessaires dans l'intérêt de l'animal, dans la protection de la faune sauvage, dans l'intérêt de l'environnement. Et arrivera ce qui arrivera, dès lors que chacun aura fait le maximum de ce qu'il peut et ce qu'il sait faire, eh bien, on aura le sens du devoir accompli. Devoir remonter la Seine tout seul, ça paraît difficile, peut-être même impossible en fait, non? Ça paraît très compliqué, effectivement. Alors à l'impossible, on voit quelquefois des choses extraordinaires se passer, donc pourquoi pas celle-là? Peu de monde croit au fait qu'il puisse remonter tout seul 160 km. Ça va dépendre aussi du diagnostic des vétérinaires et de la capacité de l'animal à reprendre une alimentation. S'il ne le fait pas tout seul, ce serait par camion, ce serait par... On n'en est pas là. On n'en est pas là du tout, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre de la capacité de l'animal à supporter un transport, ce qui n'est pas du tout acquis au moment où nous parlons. Est-ce qu'on sait à peu près quel âge a l'animal? On ne sait pas non plus. On ne sait pas non plus. Il y a différentes hypothèses. C'est pas un tout jeune. C'est pas un tout jeune, ça ne veut pas dire qu'il est très très âgé non plus. Mais c'est pas un bébé, quoi. Il fait environ 4 mètres dans les 700-800 kilos, donc c'est un individu, c'est au moins un jeune adulte. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un mâle, c'est une femelle? On ne sait pas non plus. Il faudrait plonger dessus. Vous venez donc d'entendre Isabelle Dorlia Pouzet, secrétaire générale de la préfecture de l'Eure et sous-préfète d'Évreux, qui a fait un point sur la situation de ce beluga, donc toujours bloqué dans le département de l'Eure, à Saint-Pierre-la-Garenne, dans une écluse à 70 km seulement de Paris. L'animal est très calme, a-t-elle précisé. Un animal qui est un jeune adulte, a priori, mais dont on ne sait pas encore tout, puisque des vétérinaires sont attendus pour réaliser une analyse de santé et un point de sécurité afin de savoir qu'est-ce qu'il va falloir faire pour sauver cet animal? Quelle stratégie poursuivre? Changer son alimentation ou pas? Ça a déjà été le cas, puisque maintenant il est nourri par des poissons vivants, mais qu'il ne s'alimente pas encore vraiment. Donc voilà l'attente de ces vétérinaires pour essayer de régler cette situation de ce beluga bloqué donc à 160 km de l'embouchure de la Seine. On en parle dans un instant, mais avant ça, la météo. Regardez la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. La
La tendance est à l'amélioration, même si on conserve encore 2 départements en vigilance orange pour cette canicule toujours présente. Donc le Gard, le Vaucluse. Ailleurs, la tendance est quand même nettement à l'amélioration. Vous le voyez sur la majeure partie du pays. Des températures qui restent encore élevées sur les départements les plus au sud. On va voir comment tout cela va évoluer dans le courant des prochaines heures. Ce qui est certain, c'est que nous allons conserver une France totalement dégagée, avec cette absence d'eau toujours, évidemment, pour demain matin, du plein soleil. On aura un petit peu de Mistral et de Tramontane, un léger voile nuageux sur le sud-ouest, quelques bourgeonnements nuageux sans conséquence sur les reliefs alpins, qui, dans le courant de l'après-midi, pourront apporter une petite averse orageuse. Le vent de secteur nord-est va se mettre en place sur une petite moitié ouest du pays. Le plein soleil résiste, quelques orages possibles jusqu'en Corse, et puis ces températures qui déjà vont repartir à la hausse. Demain matin, des valeurs toujours très élevées sur le sud-est au réveil, comprises entre 23 et 25 degrés, 14 seulement à Paris dans le même temps, 10 degrés du côté de Reims. Et dans l'après-midi, eh bien, ça commence à grimper. Alors ça reste très chaud sur le sud, sur le sud-est, 36 à Marseille, 28 à Paris, 24 degrés pour Brest. Votre lundi restera très ensoleillé et de plus en plus chaud avec cette vague de chaleur, cette nouvelle vague de chaleur qui se confirme pour la semaine prochaine. Vous avez regardé la météo en toute sérénité avec les alarmes et caméras Vérissure. C'est sûr, c'est Vérissure. 15h30 sur BFM TV, à la une de l'actualité cet après-midi, alors que Taïwan accuse la Chine de simuler une attaque sur son territoire, Donald Trump lui fustige la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, l'ancien président américain qui participait à un rassemblement de ses partisans dans le Wisconsin, accuse la chef des députés d'avoir mis le feu aux poudres dans un contexte diplomatique déjà tendu entre la Chine et l'île. On en parle dans ce journal. Dans l'actualité également, on l'a appris tout à l'heure, au Royaume-Uni, le jeune Archie, 12 ans, est mort après un défi sur les réseaux sociaux qu'il a laissé en état de mort cérébrale. La justice avait autorisé mi-juillet la fin de ce traitement, le début d'une bataille judiciaire avec la famille opposée à l'arrêt des soins. On en parle dans quelques instants. Cette sécheresse historique en France, une centaine de communes se retrouvent sans eau potable et dans certains départements, le risque incendie est maximal. Les détails dans un instant. Et puis le point sur la guerre en Ukraine avec ces frappes sur le site de la centrale nucléaire de Zaporijia, la plus grande d'Europe. La situation est confuse depuis hier soir. La Russie accuse l'Ukraine, la Russie. D'abord le point sur la situation à Taïwan avec ce samedi les autorités de Taïwan qui accusent la Chine de simuler une attaque sur l'île. Taïwan assure avoir détecté de multiples avions et navires chinois. Alors pourquoi cette escalade? Les explications avec Juliette Andrieux. Des avions de chasse au-dessus de Taïwan. Pékin montre ses muscles. Taipei a observé hier pas moins de 68 avions et 13 navires de guerre chinois dans le détroit de Taïwan, au-delà de la ligne médiane qui sépare l'île du continent. Les opérations militaires conjointes ont été couronnées de succès jusqu'à présent. Elles ont atteint l'objectif de dissuader les forces séparatistes qui cherchaient l'indépendance de Taïwan. Des exercices en réponse à la visite mardi soir à Taïwan de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi. Des manœuvres qui doivent durer encore jusqu'à demain midi. Cette visite, elle est instrumentalisée par la Chine aujourd'hui pour créer cette crise. La visite d'un président de la Chambre des représentants n'est pas sans précédent à Taïwan. Il y a très régulièrement des parlementaires qui se rendent à Taïwan, que ce soit des parlementaires américains, c'était le cas de sénateurs il y a quelques mois, français, européens, la vice-présidente du Parlement européen. Une crise qui permettrait à Pékin de faire évoluer le statu quo de Taïwan. Mais Taipei a décidé de ne pas répondre aux provocations. Nous n'avons pas fait de manœuvres militaires. Donc encore une fois, tout ce statu quo doit être maintenu. Pour le moment, il n'y a aucun problème d'indépendance de Taïwan. Nous voulons vivre en paix, en démocratie comme vous. Nous partageons les mêmes convictions. Et je crois que c'est ça qui compte pour les 23 millions d'habitants à Taïwan. Un appel à la désescalade pour ne pas faire le jeu de Pékin. Même les États-Unis ont annulé des exercices militaires. On prend maintenant la direction du Royaume-Uni. On vous le disait il y a quelques instants. On a appris tout à l'heure la mort de ce jeune Archie, 12 ans. C'était tout à l'heure à la mi-journée, victime donc d'un défi sur les réseaux sociaux qu'il a laissé d'abord en état de mort cérébrale. La justice avait autorisé mi-juillet la fin de ce traitement. Pour en parler, on retrouve notre journaliste sur place, Laura Calmus. Bonjour, merci d'être
avec nous. La justice avait donc autorisé mi-juillet la fin de ce traitement. Ça a été le début de toute une bataille judiciaire. Oui, exactement. Toute une bataille judiciaire et une fin tragique, mais malheureusement inévitable. Alors depuis ce matin, la famille était aux côtés d'Archie en train de se recueillir et de nombreuses personnes sont venues également à l'hôpital pour déposer des fleurs et pour montrer leur sympathie. Hier soir, l'hôpital a expliqué qu'ils arrêtaient les soins du petit garçon, car comme vous l'avez dit, depuis le mois d'avril, Archie était dans le coma. Il avait participé à un défi sur TikTok, un défi qui peut être mortel. C'est un défi qui consiste à retenir sa respiration jusqu'à évanouissement. Alors les parents voulaient le maintenir en vie, voulaient qu'il soit transféré dans un hospice et voulaient qu'il ait des soins palliatifs. Mais les médecins expliquaient que son état était trop grave, qu'il ne pouvait pas être transféré. Alors la famille du petit Archie a, comme vous l'avez dit, épuisé tous les recours judiciaires. La Cour de justice, la Haute Cour de justice, la Cour suprême, même la Cour européenne des droits de l'homme, et tous les appels ont été rejetés. Alors certains jugeaient d'ailleurs l'acharnement thérapeutique des parents regrettable, mais aujourd'hui, tout le pays est dans un émoi pas possible. Merci beaucoup Laura Calmus pour ces précisions. Donc à la suite de cette tragique mort de ce petit Archie, 12 ans, au Royaume-Uni. L'autre actualité à présent, c'est cette sécheresse historique en France métropolitaine. Comme s'en est d'ailleurs alarmée la première ministre Elisabeth Borne hier, la qualifiant de la plus grave jamais enregistrée et alertant sur une situation qui pourrait encore empirer ces 15 prochains jours. À l'heure actuelle, tous les départements sont concernés, notamment 3 en Ile-de-France en niveau vigilance sécheresse le moins élevé et à contrario 66 sont toujours au niveau de crise le plus élevé. 100 communes sont actuellement privées d'eau potable du jamais vu dans l'Hexagone. Voilà donc pour cette actualité en France. Direction maintenant l'international avec cette escalade de tensions au Proche-Orient. Au Proche-Orient, les échanges de tirs continuent entre Israël et la bande de Gaza. Les frappes israéliennes contre le groupe djihad islamique ont fait au moins 10 morts, dont un enfant. Et en représailles, près de 170 roquettes ont été tirées vers l'État hébreu. La pire confrontation entre Israël et des organisations armées de Gaza depuis la guerre de 11 jours en mai 2021. La Flahi avec Alexia Prunier. Des tirs en plein cœur de la ville. Des cratères géants au milieu des rues et des immeubles en ruine. Gaza est la cible de l'armée israélienne. La nuit dernière, l'État hébreu a débuté une opération militaire contre l'organisation djihad islamique implantée dans l'enclave palestinienne. Israël a mené une opération antiterroriste précise contre une menace immédiate. Notre combat n'est pas avec le peuple de Gaza. Le pays annonce avoir tué 15 combattants alors que les autorités palestiniennes déplorent une dizaine de victimes parmi les civils, dont cette petite fille de 5 ans. Quelle est la faute de cet enfant? Elle rêvait d'aller à la maternelle et demandait à son père un cartable et des vêtements. Qu'a-t-elle fait de mal, cette enfant innocente? Est-ce qu'elle tirait des roquettes? Est-ce qu'elle se battait? Les tirs ont touché de nombreuses maisons, ses habitants ont tout perdu et vivent désormais dans la crainte d'une nouvelle escalade. Tout nous est tombé dessus. Dieu merci, on est sains et saufs, mais ma femme s'est cassé la main et mon fils a reçu des éclats d'obus dans le corps. Nous étions en sécurité dans notre maison. Nous avons été chassés par les bombardements, nous avons été chassés de chez nous. De son côté, le djihad islamique, organisation considérée comme terroriste par Israël, l'Union européenne et les États-Unis, a confirmé la mort d'un de ses chefs et n'a pas tardé à répondre. Une centaine de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël. L'armée israélienne, elle, a déclaré se préparer à mener des raids durant une semaine. L'actualité en Ukraine, à présent, avec ces frappes sur la centrale nucléaire de Zaporijia, tenue par l'armée russe, qui sont à leur tour au cœur d'une guerre de communication entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien accuse la Russie d'en être à l'origine. Moscou accuse en retour l'Ukraine d'avoir elle-même bombardé la centrale. Comment réagissent médias et populations aujourd'hui à une éventuelle menace nucléaire? Les détails de Nicolas Coadou sur place pour BFM TV.
Eh bien ici à Kiev, il n'y a aucun doute possible, c'est bien la Russie qui est à l'origine de ces frappes à proximité de la centrale nucléaire de Zaporijia. Ce matin, l'un des plus proches conseillers du président Volodymyr Zelensky a même déclaré que si l'Europe pouvait se réveiller ce matin, c'était uniquement puisque par miracle, la centrale n'avait pas explosé. Alors à Enerdogar, l'une des villes les plus proches de la centrale nucléaire, le maire a même déclaré à la presse locale que les Russes utilisaient bien des missiles à proximité de la centrale nucléaire, que sa population était terrorisée et qu'il risquait d'y avoir de nouvelles évacuations vers les zones contrôlées par les forces armées ukrainiennes en direction de l'ouest. La presse qui rappelle en outre qu'une explosion sur l'un des réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporijia équivaudrait à une explosion d'une bombe atomique. De son côté, le ministère des Affaires étrangères exhorte la communauté internationale à prendre des mesures d'urgence et à transférer le contrôle et la protection de la centrale nucléaire de Zaporijia à l'Ukraine. Il en va, je le cite, de la sécurité du monde entier. Cette démission de la responsable d'Amnesty International en Ukraine, elle fait suite à la publication d'un rapport de l'ONG qui reproche à l'armée ukrainienne de mettre en danger des civils. C'est ce qui a provoqué la colère de Kiev. Oui, tout à fait. Une démission qui a été annoncée dans un long texte sur Facebook où elle détaille les raisons de ses désaccords profonds avec ce rapport publié par Amnesty International. Elle rejoint donc le concert de critiques, d'indignation partagé par, il faut le dire, une grande partie du pays ici en Ukraine après la publication de ce rapport qui, je le rappelle, accuse l'Ukraine d'avoir délibérément mis en danger la vie des civils depuis le début de ce conflit. Alors un petit peu plus tôt, c'était Volodymyr Zelensky qui avait dit son indignation face à ce rapport jugé injuste. Il avait en outre regretté qu'une organisation aussi mondialement connu qu'Amnesty International mette sur un pied d'égalité l'agresseur et l'agressé. Kiev qui était allé jusqu'à accuser l'ONG de mener une campagne de désinformation et de propagande au service des informations du Kremlin. Fin de citation. 15h39 sur BFM TV. Dans quelques instants, on va revenir sur cette sécheresse en France avec des conséquences très concrètes du côté du Mont Blanc où l'on craint des chutes massives de pierres. Les guides évitent l'ascension du massif depuis 3 semaines déjà, mais ce n'est pas forcément le cas des touristes. Nous serons tout à l'heure avec Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais qui a décidé de fermer 2 refuges. On en parle dans quelques instants. Téléchargez gratuitement l'application BFM TV. Recevez les alertes infos pour ne rien rater. Regardez la chaîne en direct. À tout moment, nos contenus exclusifs. Mais aussi, écoutez BFM Radio et les podcasts. BFM TV, première sur l'info. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Rejoignez la famille Fast & Furious et collectionnez les voitures les plus mythiques de la saga. Le numéro 1, la Dodge Charger pour 2,99 € chez votre marchand de journaux. Il y a quelques mois, mes proches m'ont dit « Ouais, faire un régime, c'est pas ton truc, t'en es pas capable. » Ça tombe bien, j'ai pas fait de régime, j'ai fait comme j'aime. J'ai mangé du poulet curry, du couscous et plein d'autres plats délicieux. Et aujourd'hui, je suis à moins 13 kilos grâce à vous. Merci comme j'aime, je suis prêt pour l'été. Alors pour perdre du poids comme Robin, venez vite faire votre devis en ligne sur commej'aime.fr. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr, commej'aime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Envie de mieux protéger votre commerce et vos salariés? Découvrez Vérissure Pro, l'alarme conçue spécialement pour les commerçants et petites entreprises, avec caméra connectée 24h/24, bouton panique et appel aux forces de l'ordre. Vérissure Pro, offrez à votre entreprise et vos salariés la protection qu'ils méritent. Rendez-vous vite sur vérissure.fr/pro pour demander votre devis gratuit et profiter des offres exceptionnelles de l'été. Vous êtes artisan, entrepreneur ou vous cherchez un métier d'avenir? Groupe Verlaine accélère son développement et ouvre ses portes à 200 franchisés avec un droit d'entrée à partir de 30 000 €. Rejoignez Groupe Verlaine et faites partie de l'élite de la rénovation énergétique. Préinscription sur groupeverlaine.com. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis.
Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur comegem.fr. comegem.fr. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 319 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Grèce est à partir de 399 €. Profitez-en. – 15h44 sur BFM TV, à la une de l'actualité, alors que Taïwan accuse la Chine de simuler une attaque sur son territoire, Donald Trump fustige la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Et en France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui va dans le même sens que l'ancien président américain. Tout à l'heure, il a confirmé ses critiques sur son blog et a réaffirmé la doctrine d'une Chine unique. Et puis, l'émotion immense au Royaume-Uni après la mort du jeune Archie, 12 ans, qui est donc décédé à la suite d'un défi sur les réseaux sociaux. On l'a appris tout à l'heure. Défi sur les réseaux qu'il a laissé dans un état de mort cérébrale. La justice avait autorisé mi-juillet la fin de ce traitement, le début d'une bataille judiciaire entre l'hôpital et la famille opposée à la fin des soins. Mais tout d'abord, on parle des conséquences de ces vagues de chaleur qui se succèdent et de sécheresse également en France métropolitaine, avec un impact, on va le voir bien concret, en montagne. Au Mont-Blanc, les fortes chaleurs, la sécheresse font craindre des chutes massives de pierres. Les guides, eux, évitent déjà l'ascension du massif du Mont-Blanc depuis 3 semaines déjà, mais vous allez le voir, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bonjour à vous, Jean-Marc Peyex. Vous êtes le maire de Saint-Gervais, l'une des communes du sommet du Mont-Blanc. Merci d'accepter notre invitation aujourd'hui. Alors, conséquence de ces imprudences, vous avez décidé de fermer les refuges de la Tête-Rousse et du Goutet. Expliquez-nous cette décision. Si vous voulez, l'accès au Mont-Blanc se fait principalement par Saint-Gervais, par la voie royale, la voie dite du Goutet. Et cette voie comprend l'ascension d'une aiguille, qui est l'aiguille du Goutet, avec la traversée d'un couloir dans lequel il y a de nombreuses chutes de pierres quand on est en période de chaleur. Et aujourd'hui, on est effectivement en période de chaleur, et depuis mi-juillet, le préfet et le maire que je suis, nous avons recommandé aux alpinistes de différer les ascensions. Les compagnies des guides, qui sont des professionnels, ont bien évidemment arrêté toutes les ascensions vers le Mont-Blanc, mais on se rend compte qu'on est incapable de faire passer ce message aux alpinistes amateurs, ou je vais dire aux alpinistes urbains, ou à ceux qui ont prévu de faire le Mont-Blanc aujourd'hui et qui se fichent pas mal des recommandations, qui pensent que les rochers sont des rochers en carton, qui pensent être dans un jeu vidéo. Et donc, on est obligé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aujourd'hui de fermer les 2 refuges concernés à 3200 mètres et à 3800 mètres, de manière à empêcher ces alpinistes qui sont incapables de faire l'aller-retour dans la journée et à les empêcher de faire le Mont-Blanc, mais surtout les empêcher de mourir. Jean-Marc Peyex, qu'est-ce qui se passe concrètement si on se rend compte que des touristes inconscients, comme vous le disiez tout à l'heure, décident malgré tout de faire l'ascension? Ils risquent quoi? Ils ne risquent rien, c'est-à-dire qu'en France, le droit au suicide est un droit qui est reconnu, donc c'est simplement qu'avec vos impôts, vous, depuis Paris ou depuis toute la France, on va payer les frais de secours, ou plutôt les frais pour aller rechercher le cadavre et éventuellement pour l'enfouir, pour l'enterrer. Donc on ne peut rien faire, parce que la montagne est un espace de liberté et qu'on est toujours accroché dans notre pays à des principes qui sont des principes un peu idiots.
quand on a en face de nous une bande d'idiots. Et simplement pour vous dire, avant-hier, il y avait encore 79 personnes au refuge du Goûter à 3800 mètres, refuge qui en contient 120. C'est dire comment ces alpinistes, qui la plupart viennent d'Europe de l'Est, nous bouffonnent et nous font des pieds de nez. Donc ce sont des mesures qui sont cette année pas exceptionnelles, parce qu'en 2003 et en 2015 on avait fait on avait pris la même décision, mais il faut aujourd'hui se rendre compte qu'on a de plus en plus d'urbains, de touristes, de gens qui n'ont aucun des codes de la montagne, qui n'écoutent pas et qui en fait sont des consommateurs de l'environnement. Et ces gens-là, il va falloir effectivement les combattre d'une autre manière. Et cette manière, elle va être de devenir adulte et de se dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire maintenant tout le temps. C'est de vouloir faire un bras de fer avec la nature, ça sert à rien, on va perdre. Donc, si le Mont Blanc n'est pas accessible de mi-juillet à mi-août, eh bien, il faudra simplement prendre la décision d'interdire la course pendant cette période-là et d'allonger la saison de façon à ce qu'on puisse faire le Mont Blanc au mois de mai, au mois de juin, au mois de septembre, au mois d'octobre. Mais ça suppose que les délégataires... Pour conclure, Jean-Marc Péiex, justement cette décision, vous l'avez prise, vous l'avez dit, avec la préfecture pour protéger la vie de ces alpinistes inconscients qui se lancent à l'aventure du Mont Blanc dans une situation météorologique, environnementale compliquée. Vous constatez, vous, clairement, une évolution du climat sur ce sommet qui vous fait prendre de telles décisions ? Non, pas une évolution. Si vous voulez, on est dans une période de changement climatique. Il n'y a pas que la température. Il y a moins de précipitations. Il y a des vents qui sont différents. On vit une époque où le climat est en train de changer, comme il a changé il y a 50 ans. Et donc, il faut qu'on s'adapte. Il faut arrêter de s'arc-bouter et de dire ça va redevenir comme avant l'année prochaine. Ça, c'est faux. Donc, faisons en sorte de nous adapter à la nature, à l'environnement et à ne plus être des coqs comme les Français savent bien l'être. Merci beaucoup Jean-Marc Péiex, maire de la commune de Saint-Gervais, donc au sommet du Mont Blanc. Tout de suite, ma recette avec un chef. Votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Si vous avez des invités à la maison dans quelques heures, j'ai quelque chose pour vous. D'une part, une très bonne idée de dessert, et puis surtout, parce que le dessert, c'est bien, mais il faut le chef aussi. Et nous avons avec nous Mickaël Bartoschetti qui accueille encore cette année BFM TV. Exactement. Voilà, c'est toujours un plaisir de le Georges V. Et donc, on va travailler aujourd'hui la tarte aux fraises. C'est un classique, mais c'est tellement bon qu'on ne pouvait pas s'en passer. Alors, allez, on commence par quoi? Moi, je te propose de commencer par la pâte. Allez, allons-y. Donc, de la farine. De la farine, type 55, pas trop riche en gluten. Okay. Du sucre glace, fleur de glace. sel et sel fin. On a mis un peu de zeste de citron vert pour amener un peu de peps et de caractère à la pâte. On aime bien le peps. peps. Et bien évidemment, du beurre. Le beurre, ouais, le beurre, l'essentiel. On met toutes les poudres, on termine avec le beurre et les zestes. Et voilà. On met ça là. Allez, dans moins d'une minute, normalement, elle devrait être pétrie. Dès que c'est mélangé, on arrête. On ne veut surtout pas crémer le beurre. Hop là. Voilà, et ensuite on va l'étaler entre deux feuilles cuisson. Donc là on étale. Ça s'étale tout seul. Voilà. Elle est protégée, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à la prendre. Vous la prenez. Exactement. Vous l'achetez dans le congélateur. Congélateur qui se trouve au fond. Elle a bien refroidi. Elle est bien dure. Très bien. Et donc, allez, on y va. Ce qu'on va faire, on va. Donc du là, coup, on a des tailles. On a le cercle. Comme. Voilà. Et là, on a notre cercle. premier cercle. Très bien. Voilà. Allez. Allez, on enfourne. Du coup, c'est parti. Donc là, on met le four à 160 degrés. 160 degrés. 20-25 minutes. Nos fonds de tarte sont en train de cuire. Ça tombe bien parce qu'on va essayer de sublimer tout ça maintenant. Et on va faire la marmelade. La marmelade. Bon, ça y est, Mickaël, c'est cuit. Alors là, c'est cuit. Tu vois, ils sont bien blonds. Très bien. T'as enlevé les cercles de ce que je vois. Ok. T'as vu que je gère la marmelade, moi, depuis quelques minutes. Et on les a fait refroidir. Et c'est très bien. Voilà. Bien. Alors, on a nos fonds de tarte, la marmelade qui a passé un bon petit moment dans le frigo. Donc elle est belle. Et puis on va pouvoir passer au dressage. Donc de la marmelade sur le fond de tarte. C'est-à-dire que là, tu la construis comme tu as envie de la construire. Et je te laisse faire.
Ah ouais. Et je vais construire la mienne et je vais te laisser construire la tienne. Ah, c'est difficile là comme exercice. Donc, des fleurs comestibles. Tu as des fleurs de sureau, des bleuets. Des bleuets. Là, c'est des petites pousses de basilic nain. Je pense que là... Là, on est bon, là. Très, très bon. Pas trop sucré, c'est vraiment le juste équilibre. Le côté salé un peu à la fin. Oui, il y a le petit côté salé, ouais. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ta cuisine et passez un très bel été sur BFM. Très bel été à tous. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Annonce de location de vacances, immobilier, babysitting. La confiance est notre différence. Et tout de suite, la météo.